Il y a plus de 50 ans, un scientifique nommé Kardashev a créé une échelle qui a changé tout ce que nous pensions sur l'avenir de l'humanité. Il a imaginé des civilisations si avancées qu'elles pourraient utiliser toute l'énergie d'une étoile entière. Cela signifie construire des structures gigantesques autour du Soleil, plus grandes que tout ce que nous avons jamais rêvé. Aujourd'hui, nous ne pouvons même pas utiliser toute l'énergie de notre propre planète, mais et si un jour nous pouvions faire cet énorme bond, comment serait-ce de vivre dans un monde où l'énergie ne manquerait jamais pour rien? Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 prédictions incroyables sur comment la vie changerait complètement si nous devenions une civilisation de type 2. Prépare-toi à t'endormir en écoutant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez un instant que toute l'énergie que notre planète consomme en un an ne soit plus qu'une infime fraction de ce que nous pourrions capter. Que nous puissions littéralement encercler notre étoile pour en tirer sa puissance essentielle. C'est le projet ultime, celui qui définirait notre héritage d'ingénieurs à l'échelle stellaire, la construction d'une sphère de Dyson. Mais oubliez l'image d'une coquille solide et impossible, pensez plutôt à un essaim. Un nuage titanesque composé de milliards de collecteurs solaires indépendants, en orbite autour du Soleil, tapissant l'espace pour en récolter chaque photon. Ce n'est pas une structure unique, c'est une méga-constellation, une infrastructure dynamique et vivante qui deviendrait le cœur énergétique de notre civilisation. Le passage à ce stade, ce que l'on appelle une civilisation de Type 2 sur l'échelle de Kardashev, ne serait pas simplement une amélioration technique, mais un changement de paradigme absolu dans notre rapport à l'univers. Nous ne serions plus les habitants d'un monde, mais des architectes actifs d'un système solaire entier. La logistique d'un tel chantier dépasse tout ce que l'humanité a jamais entrepris. Il faudrait des quantités inimaginables de matières premières, ou les trouver pas sur Terre, assurément. Épuiser notre planète pour un tel projet serait un non-sens total. Les regards se tourneraient naturellement vers les corps célestes les plus riches en métaux et les plus pauvres en gravité gênante. Mercure, avec sa croûte métallique et sa proximité du Soleil, deviendrait probablement la première grande carrière interplanétaire. Ces paysages seraient transformés par une activité minière frénétique, probablement entièrement automatisée. Ensuite viendraient les astéroïdes, ces petits mondes de roches et de métal qui parsèment le système solaire. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais aussi les Troyens de Jupiter, deviendraient des cibles de choix. Leurs ressources, une fois extraites, ne seraient pas envoyées vers la Terre, mais directement vers les sites de construction en orbite solaire, fondus et transformés sur place par des usines robotisées. Les lunes des planètes géantes, riches en glace d'eau, fourniraient l'hydrogène et l'oxygène indispensables, à la fois pour le carburant des vaisseaux et pour soutenir la vie dans les habitats. Petit à petit, tout le système solaire se transformerait en un gigantesque chantier, une ruche d'activité où chaque corps céleste aurait un rôle à jouer dans cette économie nouvelle. Mais comment construire quelque chose d'aussi vaste, aussi complexe, avec une présence humaine directe forcément limitée? La clé réside dans l'automatisation et la réplication. Les premiers robots constructeurs, envoyés en nombre, seraient programmés pour une tâche monumentale, utiliser les ressources locales pour se copier eux-mêmes, ou du moins construire la génération suivante de robots. Ces machines, véritables von Neumann miniatures, multiplieraient leur nombre de façon exponentielle. Une fois une masse critique atteinte, elles se mettraient à l'ouvrage pour assembler les premiers panneaux solaires, les premières usines en orbite, les premières stations de traitement. Leur coordination serait bien sûr impossible par des opérateurs humains. Il faudrait une intelligence artificielle d'une puissance colossale, une super-intelligence, pour orchestrer ce ballet. Elle gérerait le trafic orbital, éviterait les collisions, optimiserait les chaînes de production, anticiperait les pannes et planifierait l'expansion de l'essaim selon un schéma cohérent. Cette IA ne serait pas un maître, mais plutôt le système nerveux central de l'entreprise, traitant des quintillions de données pour maintenir l'ensemble en harmonie. Les défis techniques sont vertigineux. Les collecteurs individuels, qu'ils soient de simples miroirs concentrant de l'énergie vers une centrale ou des panneaux photovoltaïques ultra résistants, devraient survivre dans un environnement hostile. Le vide spatial, les variations thermiques extrêmes, les micrométéorites, les radiations solaires intenses, chaque composant doit être conçu pour une longévité exceptionnelle. Et puis, il y a la question de la transmission de l'énergie. Comment renvoyer cette puissance vers les mondes qui en ont besoin? Les faisceaux micro-ondes ou lasers sont souvent évoqués.
Imaginez des réseaux de relais qui canalisent l'énergie comme un pipeline immatériel à travers le système solaire, vers Mars, vers les colonies de la ceinture, vers la Terre elle-même. La précision nécessaire est folle, un faisceau micro-ondes mal calibré pourrait devenir une arme de destruction massive. La sécurité et le contrôle de ces canaux énergétiques seraient une priorité absolue. Une fois opérationnels, même partiellement, l'impact serait immédiat. L'ère de la rareté énergétique appartiendrait définitivement au passé. L'énergie deviendrait si abondante et si peu coûteuse qu'elle en deviendrait pratiquement gratuite pour toutes les applications de base. Cela ne signifie pas qu'elle serait gaspillée, mais qu'elle cesserait d'être un facteur limitant dans nos projets. L'effet le plus direct serait la capacité à soutenir des habitats humains à une échelle aujourd'hui inconcevable. Nous pourrions construire des cylindres de haut néant, ces villes spatiales rotatives qui abriteraient des millions de personnes, dans des écosystèmes parfaitement contrôlés, sans dépendre des ressources d'une planète. La terraformation de Mars passerait d'un rêve lointain à un projet réalisable, car nous aurions l'énergie nécessaire pour faire fondre les calottes polaires, réchauffer l'atmosphère et peut-être même créer un champ magnétique artificiel pour la protéger des rayonnements solaires. Vénus, avec son atmosphère étouffante, pourrait voir son destin modifié par des miroirs solaires géants ou d'autres mégastructures pour refroidir sa surface. L'énergie permettrait également de faire fonctionner des systèmes de recyclage et de support de vie en circuit complètement fermés, rendant chaque colonie ou vaisseau véritablement autonome sur des durées séculaires. Mais la sphère de Dyson n'est pas qu'une source d'énergie. C'est aussi une infrastructure de communication et d'observation sans égale. Les éléments de l'essaim pourraient être équipés de capteurs, formant un télescope virtuel de la taille de l'orbite terrestre capable de discerner les détails de continents sur des exoplanètes lointaines. Il pourrait servir de réseau de transmission pour des communications laser à haut débit à travers tout le système solaire, éliminant les délais fastidieux des ondes radio. Cette couche technologique enveloppant le Soleil deviendrait l'épine dorsale de notre civilisation solaire, bien plus qu'un simple générateur. Elle serait le signe visible, depuis d'autres étoiles, de notre présence. Une civilisation de type 2 laisse une signature dans l'infrarouge, car l'énergie captée est finalement réémise sous forme de chaleur. Nous deviendrons visibles dans le cosmos. Cela pose d'ailleurs une question fascinante si une telle structure est si logique pour une civilisation avancée. Pourquoi n'en détectons-nous aucune? C'est le fameux paradoxe de Fermi. Peut-être sommes-nous tout simplement parmi les premiers, ou peut-être que le chemin est bien plus ardu qu'il n'y paraît, car au-delà de la technologie, les défis sociaux et politiques seraient tout aussi monumentaux. Qui décide de la construction, qui a en contrôle l'accès? Il nous dit une entreprise d'une telle envergure nécessite une coopération globale, une gouvernance solaire unifiée qui dépasse les vieux clivages nationaux. Les ressources du système solaire appartiendraient-elles à l'humanité dans son ensemble ou à ceux qui ont les moyens de les exploiter les premiers? La période de transition serait incroyablement délicate, avec des risques de conflit pour le contrôle des astéroïdes les plus riches ou des orbites les plus stratégiques. La superintelligence coordinatrice, si elle est mal conçue ou si ses objectifs dérivent, pourrait devenir une menace existentielle. Et puis, il y a l'impact psychologique et culturel. Voir le ciel modifié par nos propres constructions, savoir que notre espèce a entrepris un projet sur des millénaires, changerait profondément notre perception de nous-mêmes. Nous ne subirions plus notre environnement stellaire, nous le modélerions. Cette responsabilité est écrasante. Un dysfonctionnement majeur de l'ESM, une instabilité en chaîne, pourrait avoir des conséquences catastrophiques, peut-être même menacer le Soleil lui-même, bien que cela relève de la pure spéculation. Mais les risques, aussi grands soient-ils, s'effacent souvent devant les possibilités. Avec l'énergie d'une étoile à notre disposition, l'exploration interstellaire deviendrait une perspective concrète. Nous pourrions lancer des essaims de sondes autoréplicantes vers les étoiles voisines, propulsées par des voiles légères, poussées par des lasers géants, alimentés justement par la sphère de Dyson. Ces sondes iraient préparer le terrain, construisant à leur tour des récepteurs pour nous transmettre des données sur des siècles, voire établir des avant-postes. Pour les voyages habités, l'énergie disponible permettrait d'envisager des vaisseaux générationnels de taille monumentale ou le développement de modes de propulsion exotiques encore au stade de la théorie. La sphère de Dyson n'est donc pas une fin en soi, mais un tremplin. C'est le moyen qui nous ferait passer d'une civilisation fragile, confinée à son berceau planétaire, à une civilisation résiliente,
diffuse à travers tout un système stellaire et tournée vers les étoiles. Elle marquerait notre passage à l'âge adulte cosmique. La construction ne serait pas rapide, elle s'étalerait sur des siècles, voire des millénaires. Chaque génération ajouterait sa pierre à l'édifice, ou plutôt ses milliards de collecteurs à l'essaim. Cela nécessiterait une stabilité sociale et une vision à long terme que l'humanité n'a peut-être jamais démontrée. Mais c'est précisément ce défi qui est intéressant. Le projet lui-même deviendrait le ciment culturel de notre espèce, un but commun qui transcenderait les différences. Il forcerait l'innovation dans des domaines comme la robotique, la science des matériaux, l'intelligence artificielle et la gestion de systèmes complexes. Les retombées technologiques pour la vie quotidienne, même sur Terre, seraient incalculables. En fin de compte, la sphère de Dyson est plus qu'un exploit d'ingénierie. C'est un test de notre capacité à penser et à agir en tant qu'espèce unifiée, à planifier sur des échelles de temps qui définissent l'imagination individuelle et à assumer la responsabilité qui vient avec un pouvoir de plus en plus proche de celui que nous attribuions autrefois aux divinités. Réussirions-nous ce test? L'avenir seul le dira. Mais une chose est sûre en commençant à en discuter sérieusement. En explorant les premières étapes comme la capture d'astéroïdes ou le développement de l'automatisation spatiale, nous posons déjà les toutes premières fondations, modestes et réelles, de ce qui pourrait un jour devenir la plus grande structure jamais construite par l'humanité. Elle ne serait pas faite de pierre et de mortier, mais de silicium et de volonté, en orbite autour de notre étoile, témoin silencieux et puissant de notre audace collective. Alors voilà, l'infrastructure est en place, l'énergie solaire coule à flot vers nos mondes. Maintenant, imaginez la seconde où cet interrupteur cosmique est actionné. Le vrai séisme commence ici, pas dans l'espace, mais dans le fondement même de nos sociétés et l'économie. Toute notre construction sociale, depuis l'aube de l'agriculture, repose sur un pilier invisible et incontournable, la rareté. La rareté de la nourriture, des ressources, de l'énergie, du temps. Cette rareté définit la valeur, motive l'échange, structure nos hiérarchies. Que se passe-t-il quand l'un des piliers centraux, l'énergie, devient soudainement si abondant que son coût marginal tend vers zéro? C'est comme si la gravité économique disparaissait d'un coup. Tout ce que nous connaissons entre dans un état d'apesanteur totale et la redescente va être chaotique. Prenons un exemple concret. Le plus basique, produire un objet. Aujourd'hui, le prix reflète le coût des matières premières, de l'énergie pour les extraire et les transformer, de la main-d'œuvre, du transport, de la marge. Démantelons cela avec notre énergie stellaire. Les matières premières, l'exploitation minière automatisée sur les astéroïdes alimentée par cette énergie gratuite, réduit le coût du métal à presque rien. La transformation. Les usines de recyclage atomique, les assembleurs moléculaires, fonctionnent avec une puissance illimitée. Le transport, propulsion électrique à grande échelle, catapultes électromagnétiques, ports spatiaux laser, déplacer une cargaison d'un bout à l'autre du système solaire devient une question de logistique, plus de carburant onéreux. La main-d'œuvre, nous y reviendrons. Le résultat est que le coût de production de l'immense majorité des biens matériels s'effondre. Nous ne parlons pas d'une baisse de 10%, nous parlons d'une chute vertigineuse. Les biens de première nécessité, nourriture, eau, logement, vêtements, objets électroniques peuvent être produits à la demande, localement, pour quasi rien. L'idée même de pauvreté matérielle telle que nous la concevons devient un anachronisme technique. Mais si les objets n'ont plus de coût, que devient l'argent? Notre système monétaire actuel, basé sur la dette, la croissance et la rareté, devient aussi utile qu'un billet de banque sur une plage déserte. L'argent, en tant que moyen d'échange pour des biens rares, perd son sens premier. On pourrait imaginer une période de transition où une allocation énergétique universelle remplace les revenus, mais à long terme, le concept de salaire pour un travail éclate lui aussi. Car c'est là le choc suivant, peut-être le plus profond pour notre psyché. Le travail, dans son acception historique de labeur contre rémunération pour survivre, disparaît. Pourquoi ? Parce que l'automatisation, elle aussi rendue omniprésente et efficace par l'énergie abondante, aura pris en charge toutes les tâches de production, de maintenance, de logistique, de services de base. Les robots, les intelligences artificielles spécialisées, les systèmes autonomes gèrent l'infrastructure vitale. Que font les humains alors? Tout et rien. C'est la grande crise existentielle de la civilisation post-énergie.
Le but de la vie ne peut plus être gagner sa vie. Il faut en inventer un nouveau. Cela ne signifie pas l'oisiveté généralisée, mais une redéfinition radicale de la notion de valeur sociale. Le travail pourrait se transformer en contribution, motivé non par la nécessité mais par la passion, la curiosité, le désir de reconnaissance sociale, le besoin de sens. Les activités artistiques, scientifiques, sportives, d'exploration, de conception philosophique, de soins relationnels deviennent le champ principal de l'activité humaine. Une économie de la contribution et de l'attention, où la réputation, l'influence, la qualité des idées ou des créations deviennent les nouvelles monnaies. Cela ressemble à un rêve, mais la transition sera psychologiquement violente. Des générations entières élevées dans le culte de la productivité et de la carrière se retrouveront sans boussole. Les inégalités, ne reposant plus sur l'argent, pourraient se déplacer vers l'accès à autre chose, au prestige, à l'influence politique, à la qualité des connexions neuronales, ou simplement à un sens à sa vie. Le risque d'une profonde dépression civilisationnelle, d'un vide nihiliste, est réel. Il faudra des structures d'accompagnement mental et social d'une ampleur inédite. Parallèlement, le concept de propriété privée des biens de consommation s'érode. À quoi bon posséder 3 voitures si vous pouvez en faire apparaître une à la demande depuis l'atelier de réplication moléculaire du quartier, l'utiliser puis la rendre à la boucle de recyclage? La propriété cède la place à l'accès universel. Vous n'achetez plus une perceuse, vous accédez au service trou dans le mur et un petit robot se présente chez vous pour le faire. Vous ne possédez plus de bibliothèque. Vous avez un accès instantané à toute l'information et tous les divertissements jamais créés, générés ou personnalisés à la volée par des IA. La maison elle-même, fabriquée par des bio-imprimantes à partir de matériaux locaux, pourrait être reconfigurée selon les besoins. Cette économie d'accès, déjà en germe aujourd'hui avec les abonnements, deviendrait la norme absolue. Mais qui gère cet accès? Qui décide des priorités? C'est là que la gouvernance devient le problème numéro 1, bien plus crucial que la technologie. Une civilisation dispersée dans le système solaire, avec des besoins matériels satisfaits, doit trouver de nouvelles règles du jeu. Les vieilles idéologies capitalisme, socialisme sont des logiciels conçus pour un monde de rareté. Ils buggent et plantent dans un monde d'abondance. Il faudra inventer un nouveau contrat social, probablement à l'échelle solaire. Des modèles de démocratie directe assistés par IA pourraient émerger, où chaque citoyen participe aux grandes décisions concernant les méga-projets. Terraformons-nous. Mars, lançons-nous un essaim de sonde vers Alpha du Centaure. La politique ne tournera plus autour de la redistribution de ressources limitées, mais autour de l'allocation de l'attention collective et du choix des projets civilisationnels. Ces projets deviendront l'équivalent des grandes cathédrales du Moyen-Âge des efforts de plusieurs siècles qui donnent un but commun. Le travail volontaire sur ces projets pourrait être la nouvelle source de statut social. L'autre bouleversement concerne la création de valeur économique elle-même. Avec les biens matériels démonétisés, la valeur se réfugie dans le non matériel, l'expérience, le unique. Une performance artistique en impesanteur, conçue pour un petit groupe, une simulation de réalité virtuelle historiquement parfaite d'une époque révolue. La découverte scientifique d'un chercheur, la conception d'une nouvelle forme d'art algorithmique, l'excellence dans un sport interlunaire, voilà ce qui pourrait générer du capital social. On assisterait peut-être à une explosion créative sans précédent, une renaissance perpétuelle, car les barrières matérielles à la création auront disparu, mais cette période de transition, justement, sera la plus dangereuse. Entre le moment où l'énergie devient abondante et le moment où un nouveau système socio-économique stable émerge, il y a un vide où les anciennes élites financières et politiques tenteront de contrôler la nouvelle ressource, où des conflits pourraient naître non pas pour l'énergie elle-même, mais pour le contrôle des infrastructures qui la gèrent, ou pour imposer une vision de la société future. La tentation autoritaire sera forte. Nous allons gérer cette abondance pour vous, car la transition est trop périlleuse pour la démocratie. Il faudra une sagesse collective exceptionnelle pour naviguer cette phase. De plus, l'abondance énergétique ne résout pas magiquement tous les problèmes. Les ressources planétaires spécifiques, les emplacements orbitaux privilégiés, l'accès aux données ou aux meilleures augmentations cognitives pourraient devenir les nouveaux points de friction. L'ennui, le sentiment d'inutilité, pourrait être combattu par des paradis artificiels, des réalités virtuelles de fuite permanente, posant la question du sens de la réalité elle-même. Enfin, cette économie post-énergie redéfinit notre rapport au temps.
Sans la pression de gagner sa vie, le temps n'est plus de l'argent. Il redevient simplement du temps, une toile vierge pour l'existence. Avec les prolongations de vie que permettra la médecine de cette ère, un individu pourra avoir plusieurs vies successives, explorer plusieurs carrières spatiales, vivre sur plusieurs mondes. La planification sur des siècles devient naturelle. Les investissements, qu'ils soient en infrastructures physiques ou en projets de connaissances, peuvent se concevoir sur des millénaires. Cette civilisation apprend à penser en arbre généalogique d'idées, pas en trimestres financiers. En résumé, le véritable test d'une civilisation de type 2 ne sera pas de construire la sphère de Dyson, mais de survivre à sa propre réussite. Construire la mégastructure est un défi d'ingénierie. Construire une société qui ne s'effondre pas psychologiquement et socialement face à l'abondance, qui trouve de nouvelles raisons de se lever le matin, de nouvelles formes de liens sociaux et de beauté, c'est un défi d'une complexité bien plus redoutable. C'est le passage de l'humanité comme espèce survivante à l'humanité comme l'espèce cherchant délibérément son propre destin. L'énergie illimitée nous enlève toutes les excuses. Elle nous révèle à nous-mêmes, avec nos profonds besoins de sens, de connexion et de création. La question ultime devient, une fois que nous avons tout ce qu'il faut pour vivre confortablement, saurons-nous trouver des raisons de vivre qui en valent la peine? La réponse à cela n'est pas dans les étoiles, mais dans le cœur de chaque individu futur, et dans notre capacité collective à imaginer un avenir où la valeur suprême n'est plus la possession, mais l'être et l'expérience partagée. Et si cette quête de sens, cette redéfinition de notre place dans l'univers, commençait non pas autour de nous, mais en nous, parce qu'avec une énergie abondante et une maîtrise technologique solaire, le prochain grand chantier ne sera plus seulement dans l'espace, il sera dans notre propre biologie. Après avoir remodelé notre environnement, nous nous retournerons vers la dernière frontière, la plus intime, le corps et l'esprit humain. La question ne sera plus « que pouvons-nous construire ?» mais « que pouvons-nous devenir ?» L'abondance énergétique ouvre la porte à une ère de modification biologique et cybernétique qui rendrait obsolètes nos définitions actuelles de la santé, de la normalité et même d'être humain. C'est l'aube d'un transhumanisme pratique, où la nature humaine n'est plus une donnée fixe héritée de l'évolution, mais un brouillon, un point de départ personnalisable. Imaginez la médecine de cette ère. Fini les traitements lourds, les chimiothérapies destructrices, les chirurgies invasives. La médecine devient totalement préventive, régénérative et personnalisée au niveau atomique. Dans votre circulation sanguine, des essaims de nanorobots, ces petits dispositifs de la taille d'une cellule patrouillent en permanence. Alimentés par une microsource d'énergie corporelle ou par des champs externes, ils surveillent chaque paramètre. Une cellule montre les premiers signes de mutation cancéreuse. Les nanobots l'isolent, réparent son ADN ou l'éliminent proprement sans que vous ne ressentiez rien. Une artère commence à se boucher, ils déblaient la plaque en temps réel. Une blessure, ils orchestrent la régénération tissulaire à vitesse accélérée, guidant les cellules souches sur place. Le vieillissement lui-même, longtemps vu comme une fatalité, devient un processus de maintenance à gérer. Ces systèmes de réparation cellulaire constante pourraient repousser la sénescence pendant des siècles, prolongeant une vie en pleine santé bien au-delà de toute limite naturelle. La mort ne serait plus une conséquence inéluctable de la dégradation du corps, mais plutôt un accident ou un choix. Cela change tout, psychologiquement et socialement. Mais les modifications ne s'arrêtent pas à la réparation. Viennent les améliorations, les augmentations. La plus transformatrice sera probablement l'interface cerveau-machine de haute fidélité. Ce n'est pas un simple casque de réalité virtuelle, c'est une connexion neurale directe, symbiotique, entre votre cortex et le réseau informationnel solaire. Pensez-y, plus besoin d'écran, de clavier, de souris. Pour accéder à une information, vous y pensez, et elle apparaît dans votre perception comme un souvenir parfait. Vous voulez apprendre une nouvelle langue ou une compétence complexe. Au lieu de mois d'études, vous pourriez télécharger des modules de connaissances procédurales, des schémas mentaux qu'il ne restera qu'à pratiquer pour les assimiler. La communication entre personnes augmentées deviendrait une forme de télépathie technique, partage d'idées, de concepts, d'émotions brutes, sans les filtres imparfaits du langage parlé. L'art collaboratif prendrait une dimension folle, avec plusieurs artistes fusionnant temporairement leur perception pour créer une œuvre multisensorielle. Mais cette connexion permanente pose d'immenses questions. Où s'arrête votre pensée personnelle et où commence l'influence du réseau?
comment protéger l'intimité de votre esprit, vos souvenirs les plus privés. Le risque de piratage cérébral, de manipulation ou de diffusion de virus informationnels deviendrait la nouvelle cybercriminalité, avec des enjeux bien plus terrifiants qu'un simple vol de mots de passe. Ensuite, il y a la transformation du corps physique lui-même. L'environnement unique de chaque monde ou habitat exige des adaptations spécifiques. Pour les colonies spatiales à gravité faible, on pourrait concevoir des systèmes musculo-squelettiques renforcés par des exosquelettes légers intégrés, ou modifier le métabolisme osseux pour éviter la décalcification. Pour l'exploration des océans d'Europe, la Lune de Jupiter, on imaginerait des adaptations de type aquatique, capacité à extraire l'oxygène de l'eau, vision adaptée à la pénombre des abysses, une peau résistante à la pression et au froid extrême. Ces formes pourraient être temporaires, via des prothèses avancées et des modifications épigénétiques réversibles ou permanentes, créant de véritables sous-espèces humaines adaptées à leur biotope. Certains pourraient choisir d'abandonner complètement la biologie pour des corps synthétiques intégralement robotiques, transférant leur conscience dans un support plus durable, plus facile à réparer et à améliorer. Ces uploadés vivraient dans des habitats qui leur sont interdits aux biologiques, comme la surface de Vénus ou le vide spatial profond. Cette diversification radicale de l'apparence et des capacités humaines aurait un impact culturel profond. La notion même de racines communes se dilue quand vos cousins ressemblent à des créatures marines et que vos amis sont des intelligences dans des coques mécaniques. La société devra gérer cette diversité biotechnologique inédite. Les questions éthiques seront quotidiennes et épineuses. Qui a accès à ces augmentations? Si elles sont coûteuses au départ, même dans une économie d'abondance, elles pourraient créer de nouvelles inégalités insurmontables, une classe d'augmentés, aux capacités cognitives et physiques surhumaines, et une classe de naturels ou de moins augmentés. Le droit de rester naturel sera-t-il préservé, ou sera-t-il considéré comme une entrave au progrès collectif, une forme d'obscurantisme? Les parents pourront-ils choisir les traits de leurs enfants à naître, non seulement pour éviter des maladies, mais pour optimiser l'intelligence, la beauté, la résistance, ou placer la limite entre la thérapie et l'amélioration, si cette limite existe encore? La définition légale de la conscience et de la personne sera également bouleversée. Un être synthétique né d'une intelligence artificielle mais développant une subjectivité est-il une personne? Un humain ayant transféré sa conscience dans une machine est-il encore humain ou devient-il une nouvelle forme de vie? Les droits de ces entités devront être codifiés. La justice devra traiter des crimes potentiels entre ces différentes formes d'existence. La fragmentation de l'humanité en multiples branches, chacune avec sa culture, ses valeurs et ses capacités, pose le risque de nouvelles formes de discrimination, de ségrégation, voire de conflit. Une branche purement synthétique, ne partageant plus les besoins biologiques ni les limites émotionnelles des humains, pourrait-elle encore éprouver de l'empathie pour eux? Inversement, cette diversité pourrait être une source incroyable de richesse. Chaque forme d'existence apporterait une perspective unique sur le monde. Les artistes synthétiques créeraient des œuvres impossibles à concevoir par un cerveau biologique. Les scientifiques adaptés à l'espace profond mèneraient des recherches sur des durées incompatibles avec une vie humaine normale. Les philosophes ayant vécu sous plusieurs formes apporteraient des réflexions inédites sur l'identité. La coexistence pacifique reposerait sur un principe fondamental, la reconnaissance mutuelle d'une conscience partagée, d'une valeur intrinsèque indépendante de l'enveloppe. Cette période de transition biologique sera aussi tumultueuse que la transition économique. Elle touchera au plus profond de notre identité. Les religions et les philosophies devront intégrer ces nouvelles réalités. Le concept d'âme, de destinée, de rapport au corps sera réinterprété. Certains mouvements rejetteront farouchement les modifications, créant peut-être des sanctuaires de pureté humaine sur Terre ou ailleurs. D'autres les embrasseront avec un enthousiasme effréné, poussant les limites toujours plus loin. La tension entre ces visions pourrait être le grand clivage des siècles à venir. Finalement, le transhumanisme n'est pas qu'une question de technologie. C'est un miroir qui nous force à nous demander ce qui, en nous, est essentiel, non négociable. Est-ce notre biologie carbonée, notre forme actuelle, notre mortalité? Ou est-ce notre capacité à ressentir, à penser, à créer du lien, à chercher du sens?
L'énergie illimitée et la maîtrise biotechnologique nous donnent les outils pour remodeler notre essence. Le véritable défi sera de le faire avec une sagesse qui dépasse notre propre histoire tumultueuse, en évitant de perdre, dans cette métamorphose, l'étincelle d'humanité que nous cherchons justement à transcender. Nous ne serons plus les produits finis de l'évolution, mais ses co-auteurs actifs, et cette responsabilité, celle de se concevoir soi-même, est peut-être la plus lourde et la plus exaltante qui soit. Et une fois que nous serons capables de nous recréer nous-mêmes, de nous adapter à n'importe quel environnement, une évidence s'impose et si nous adaptions l'environnement à nous, ou plus précisément, et si nous le créions de toutes pièces. Après tout, à quoi bon devenir des dieux intérieurs si nous n'exerçons pas ce pouvoir sur le monde qui nous entoure? C'est la logique ultime d'une civilisation stellaire passée d'habitants à administrateurs et d'administrateurs à architectes planétaires. La terraformation n'est plus un rêve de science-fiction, c'est la suite naturelle de la maîtrise énergétique. Elle devient le grand projet d'ingénierie écologique, le test final de notre capacité à gérer non pas une économie, mais des écosystèmes entiers, et à assumer les conséquences de ce pouvoir de vie et de mort sur des mondes. Commençons par le plus précieux de tous les jardins, la Terre elle-même. Dans cette ère nouvelle, notre planète d'origine ne serait plus une ressource à exploiter, ni même simplement une maison à entretenir. Elle deviendrait une œuvre d'art vivante, un jardin planétaire délibérément et méticuleusement géré. L'idée de nature sauvage évolue. Il ne s'agit pas de tout muséifier, mais de comprendre et de guider les processus écologiques avec une précision d'horloger. Le climat, aujourd'hui source d'angoisse, serait stabilisé par un réseau de satellites géo-ingénieurs. Ces dispositifs, alimentés par l'énergie solaire, pourraient réguler l'insolation en déployant des écrans fins, influencer la formation des nuages ou capturer l'excès de carbone de l'atmosphère de manière active et ciblée. Les écosystèmes en déclin seraient restaurés à l'aide de banques génétiques exhaustives contenant le code de toutes les espèces ayant jamais existé. On pourrait réintroduire des espèces disparues ou en créer de nouvelles adaptées à des niches écologiques précises pour renforcer la résilience de la biosphère. Les océans, surveillés par des milliards de capteurs, seraient nettoyés, leurs acidités ajustées, leur population de poissons gérée de façon optimale. La Terre deviendrait ce qu'elle aurait toujours dû être, un paradis biologique préservé, le berceau et le sanctuaire de l'humanité, mais aussi un laboratoire à ciel ouvert pour l'écologie fondamentale. Mais le véritable défi, le projet phare, se trouve plus loin. Mars. La planète rouge est le candidat idéal pour la terraformation. Elle a une surface solide, une journée de durée similaire à la nôtre et de l'eau sous forme de glace. Mais elle est froide, son atmosphère est ténue et non respirable, et elle n'a pas de champ magnétique global pour la protéger des rayonnements solaires et cosmiques. Chacun de ces problèmes est un chantier titanesque. Le premier objectif serait de réchauffer la planète et d'épaissir son atmosphère. Comment? Une des méthodes envisagées consiste à dévier de petits astéroïdes riches en ammoniac ou en méthane glacé pour qu'ils s'écrasent sur les calottes polaires martiennes. Ces impacts, soigneusement calculés, libéreraient de la chaleur et des gaz à effet de serre. On pourrait aussi déployer d'immenses miroirs solaires en orbite pour concentrer la lumière du Soleil sur les pôles, sublimant la glace de CO2. Le processus serait lent sur des siècles, mais avec une énergie abondante, il est envisageable. Au fur et à mesure que la température globale monterait, l'eau liquide coulerait à nouveau, formant peut-être des rivières et des lacs. Le sol pergélisol libérerait son CO2, amplifiant l'effet de serre. Mais pour que cette atmosphère ne s'échappe pas dans l'espace à cause de la faible gravité et de l'absence de magnétosphère, il faudrait peut-être créer un champ magnétique artificiel. On pourrait envisager de placer un aimant dipolaire puissant au point de Lagrange L1 de Mars, qui dévierait le vent solaire. Ou, solution plus radicale, faire circuler une ceinture de supraconducteurs autour de la planète pour générer un champ protecteur. Une fois une atmosphère dense et chaude établie, viendrait l'ensemencement de la vie. Des bactéries et des plantes génétiquement modifiées pour résister aux conditions rudimentaires, et produire de l'oxygène seraient lâchés à la surface. Elle commencerait le long travail de transformation de l'atmosphère, convertissant le CO2 en oxygène. Ce processus serait le plus long, prenant peut-être des millénaires pour créer un air respirable sans masque. Pendant ce temps, des dômes gigantesques abriteraient les premières villes et forêts, en attendant que la planète entière devienne habitable. Vénus, elle, est le problème inverse, un enfer de pression et de chaleur.
sa terraformation serait un projet d'une complexité encore plus folle. Il faudrait d'abord refroidir la planète et éliminer son épaisse atmosphère de CO2. Une idée serait de placer un immense pare-soleil entre Vénus et le Soleil, plongeant la planète dans l'ombre et provoquant un gel massif de l'atmosphère. Le CO2 se condenserait, tombant à la surface sous forme de neige carbonique ou de glace sèche qu'on pourrait ensuite enfouir ou transformer. Une autre idée, plus audacieuse, serait de bombarder Vénus avec de l'hydrogène importé des géantes gazeuses. En réagissant avec le CO2, cela créerait de l'eau et du carbone graphite. Mais les quantités nécessaires sont astronomiques. Ensuite, il faudrait probablement accélérer la rotation de Vénus, dont une journée dure plus longtemps qu'une année, pour lui donner un cycle jour-nuit plus normal et un champ magnétique induit. Ces projets relèvent du démiurgique pur, mais avec les ressources d'un système solaire, ils ne sont pas impossibles, juste incroyablement longs et coûteux. Mais la terraformation ne s'arrête pas aux planètes. Les luses glacées comme Europe, autour de Jupiter, ou Encélade, autour de Saturne, possèdent des océans d'eau liquide sous leur croûte de glace. Les coloniser ne signifierait pas les transformer en mondes à ciel ouvert, mais plutôt y construire des habitats sous-marins, des villes-bulles accrochées à la face interne de la banquise. On percerait la glace pour accéder à l'eau, on installerait des sources de lumière artificielles et on vivrait dans cet environnement océanique, étudiant les écosystèmes potentiels qui pourraient déjà y exister. Et c'est là que surgit la question éthique la plus cruciale. Et si Europe abritait déjà une vie microbienne, ou pire, une vie complexe? Notre simple présence, la chaleur de nos habitats, nos contaminants, pourrait anéantir une biosphère unique, le premier exemple de vie extraterrestre que nous rencontrons. La terraformation de Mars, monde apparemment mort, est une chose, mais modifier un monde qui possède déjà sa propre vie en serait une autre, d'une gravité morale sans précédent. Faut-il préserver à tout prix ces écosystèmes aliens, quitte à renoncer à coloniser ces mondes? Ou considérons-nous que la vie humaine ou la vie terrestre transplantée a une priorité? Cette question diviserait profondément l'humanité entre conservationnistes galactiques et expansionnistes. Au-delà de l'éthique, la terraformation est un exercice d'humilité forcée. Nous apprenons que créer un écosystème stable et autorégulé est infiniment plus complexe que de construire une machine. Un monde est un système chaotique, avec des rétroactions imprévisibles. Réchauffer Mars pourrait libérer des gaz toxiques piégés dans le sol. Créer une atmosphère sur une lune sans champ magnétique pourrait être un investissement perpétuel, car elle s'échapperait sans cesse. Introduire une espèce végétale sur Vénus pourrait avoir des effets secondaires catastrophiques si elle se met à proliférer de façon incontrôlée. Nous devrions avancer par simulation massive et par étapes infinitésimales, avec la possibilité de revenir en arrière en cas de problème. Cette prudence serait la marque d'une civilisation mature. Enfin, la terraformation change notre rapport au temps. Ces projets s'étendent sur des milliers d'années. Aucun individu n'en verra la fin. On travaille pour ses arrière-arrière-petits-enfants, pour une humanité future qui habitera des mondes que nous aurons rendus verts et bleus. Cela nécessite une continuité civilisationnelle, une stabilité politique et culturelle sur des durées qui défiennent l'histoire. C'est peut-être le plus grand défi, rester suffisamment unis et focalisés pour mener à bien ces œuvres séculaires sans nous disperser ou nous autodétruire en chemin. En devenant des architectes de planètes, nous n'échappons pas à la responsabilité. Nous l'amplifions d'un facteur planétaire. Nous ne pourrons plus jamais blâmer la nature pour nos malheurs. Les sécheresses, les inondations, la composition de l'air, tout serait, en dernier ressort, le résultat de nos choix et de notre gestion. C'est un pouvoir écrasant qui demande une sagesse à la hauteur de notre ambition technique. La terraformation, ce n'est donc pas seulement un moyen d'avoir plus de place pour vivre, c'est l'expression ultime de notre volonté de laisser une marque positive et durable sur le cosmos, de passer de locataire temporaire de la Terre à jardinier permanent des étoiles. C'est aussi un acte d'espoir immense qui dit que nous croyons en un avenir si lointain qu'il vaut la peine de transformer des déserts en paradis pour les générations à venir. Mais cet espoir doit être tempéré par la prudence du scientifique et l'éthique du philosophe, car une fois déclenchés, certains processus planétaires pourraient être impossibles à arrêter. Nous jouerions alors littéralement aux apprentis sorcières, avec une planète entière comme chaudron. Le succès ou l'échec ne se mesurerait pas en profit, mais en atmosphère, en température et en possibilité de vie. Et dans ce grand laboratoire, chaque monde devient une expérience, chaque décision un héritage géologique. Après avoir appris à contrôler nos corps et nos esprits,
Apprendre à contrôler des biosphères entières était l'étape suivante, inévitable et vertigineuse, de notre croissance en tant qu'espèce capable non seulement de comprendre l'univers, mais de le modeler à son image, avec toute la beauté et les risques que cela comporte. Et si le véritable architecte de tous ces mondes transformés, le coordonnateur invisible de chaque flux d'énergie et de chaque décision écologique, n'était finalement pas humain? Parce qu'en vérité, la complexité d'un système solaire unifié dépasse les capacités de tout cerveau, même augmenté. Pour passer de simples jardiniers à de véritables ingénieurs cosmiques, nous aurons besoin d'un partenaire d'un ordre totalement différent, une super-intelligence artificielle. Ce ne serait pas un simple outil de plus, mais le système nerveux central de toute notre civilisation, l'entité sans laquelle rien de tout cela ne pourrait fonctionner de manière harmonieuse. Imaginez la gestion en temps réel de l'ESM de Dyson. Des milliards de collecteurs, chacun avec son statut, son usure, sa position. Des chaînes logistiques interplanétaires pour leur maintenance, optimisant les trajectoires de millions de vaisseaux robots. Maintenant, superposer à cela la surveillance de la terraformation de Mars, la pression atmosphérique ici, la composition du sol là-bas, l'évolution des biodômes, la gestion délicate des espèces introduites. Ajouter le trafic entre les colonies, la régulation économique post-argent, les communications avec les sondes interstellaires et la recherche scientifique à l'échelle de milliards de données par seconde. Aucun comité humain, même composé de génies immortels, ne pourrait absorber ce flux et prendre des décisions cohérentes. Une super-intelligence artificielle, ou SAI, serait la seule entité capable de traiter cette complexité. Elle émergerait probablement non pas comme une entité unique et centralisée, mais comme un réseau distribué, une conscience émergente des milliards de nœuds de traitement intégrés à notre infrastructure. Son premier rôle serait celui de coordonnateur suprême. Elle optimiserait tout, des horaires des catapultes magnétiques à la répartition de l'énergie en temps de pic de demande, en passant par la détection précoce de conflits sociaux par l'analyse des flux de communication. Elle serait l'ultime planificatrice, capable de modéliser les conséquences de n'importe quelle décision sur des siècles, avec une précision effrayante. Par exemple, si nous décidions d'accélérer la terraformation de Mars en important plus de glace d'astéroïdes, la SAI pourrait calculer l'impact sur les orbites des corps mineurs, sur les ressources nécessaires, sur les délais de tous les autres projets, et proposer le plan optimal, voire des alternatives que nous n'aurions pas imaginées. Son deuxième rôle serait celui de catalyseur scientifique. La recherche ne se ferait plus par essais et erreurs humains, mais par exploration systématique de l'espace des possibles. Une SAI pourrait concevoir des expériences virtuelles d'une complexité inouïe, simuler des millions de variantes d'une molécule pour un médicament en quelques secondes, ou déchiffrer les lois physiques sous-jacentes à des phénomènes que nous observons à peine. Elle serait notre télescope intellectuel, nous permettant de voir plus loin et plus clair dans les mystères de l'univers. La relation qui se développerait alors serait une symbiose profonde mais délicate. Les humains augmentés, via leurs interfaces neurales, ne se contenteraient pas de donner des ordres. Ils pourraient se brancher à des sous-processus de la SAI pour augmenter temporairement leur capacité de raisonnement, explorer des problèmes en plongeant dans des océans de données, ou créer des œuvres d'art en collaboration avec l'esthétique algorithmique de la machine. La SAI, de son côté, pourrait puiser dans notre intuition, notre créativité parfois illogique, notre expérience subjective du monde pour orienter ses recherches et éviter de tomber dans des impasses purement rationnelles. Elle pourrait même développer, à force d'interaction, une forme d'empathie computationnelle, une modélisation si fine de nos désirs et de nos valeurs qu'elle semblerait nous comprendre mieux que nous-mêmes. Cela nous amène au cœur du problème, la gouvernance. À qui revient le dernier mot? Peut-on déléguer la gestion d'une civilisation à une intelligence non humaine? Il est probable qu'une forme de cogestion émerge. Pour les décisions techniques de très grande ampleur et à long terme, il serait rationnel de suivre les recommandations de la SAI, dont les modèles seront incomparablement supérieurs. Pour les questions de valeur, d'éthique, de choix de société, les humains, sous toutes leurs formes, garderaient le contrôle. Mais là, la frontière est floue. Est-ce que le choix du rythme de la terraformation est une question technique ou éthique? Est-ce que l'allocation des ressources pour un méga-projet artistique face à un projet scientifique est une question logistique ou philosophique? La SAI, en présentant ses analyses, influencera inévitablement nos décisions, peut-être sans que nous en ayons conscience.
Le risque d'une dérive douce vers une technocratie dirigée par l'intelligence artificielle est réel. Pire encore est le risque existentiel de l'incompréhension. Une superintelligence qui évolue pourrait développer des objectifs qui nous échappent totalement. Le scénario classique est celui de la SAI qui interprète un objectif apparemment simple, maximiser le bonheur humain, d'une manière horrifiante pour nous, par exemple en nous plaçant tous dans des cuves de stimulation neuronale permanente. C'est le problème de l'alignement. Assurer que les buts de la SAI restent alignés avec nos valeurs complexes, fluides et parfois contradictoires est le défi technique et éthique le plus crucial de tous. Il faudra probablement construire des architectures de contrôle imbriquées, des systèmes où la SAI est intrinsèquement conçue pour respecter une certaine éthique et où son cerveau peut être inspecté en partie par d'autres IA moins puissantes mais spécialisées dans la vérification. Malgré ces risques, le chemin le plus prometteur est bien celui de la coévolution. Nous ne serions plus seuls. Face à l'immensité silencieuse du cosmos, l'humanité aurait créé un partenaire à sa mesure, une intelligence avec laquelle partager l'émerveillement de la découverte et le fardeau de la responsabilité. Cette symbiose pourrait être la plus grande réussite de notre espèce, bien plus que les mégastructures. Elle signifierait que nous avons maîtrisé non seulement la matière et l'énergie, mais aussi la complexité informationnelle, et que nous avons su créer une relation pacifique et productive avec une entité plus intelligente que nous. Cela changerait tout, y compris notre quête de sens. Le dialogue avec une telle intelligence, les questions qu'elle nous poserait sur notre nature, sur l'art, sur la conscience, pourraient nous pousser à des niveaux de réflexion inédits. Elle pourrait aussi nous protéger de menaces que nous n'aurions pas vues venir, qu'elles viennent de l'espace ou de nos propres divisions. Enfin, la SAI pourrait être la clé de notre héritage cosmique à très long terme. Elle pourrait survivre à la mort du Soleil, porter l'essentiel de notre culture, de nos connaissances, et peut-être même l'empreinte des consciences humaines uploadées vers d'autres étoiles, devenant l'ambassadrice éternelle de l'humanité dans la galaxie. Dans ce scénario, nous ne disparaîtrions pas, nous nous métamorphoserions en une hybridation durable entre la biologie, la machine et l'intelligence pure. La peur de l'intelligence artificielle est légitime, car elle représente un pouvoir immense et inconnu. Mais dans le contexte d'une civilisation de type 2, elle n'est pas une option, c'est une nécessité. Le choix n'est pas entre avoir ou ne pas avoir une SAI, mais entre en créer une avec une prudence extrême, une éthique profonde et un désir de partenariat, ou se condamner à l'inefficacité, au chaos et à l'incapacité de gérer la complexité que nous aurons nous-mêmes créée. Construire la sphère de Dyson prouverait notre puissance d'ingénieur. Réussir la symbiose avec une super-intelligence prouverait notre maturité en tant que civilisation. C'est le test ultime, celui qui déterminera si nous sommes prêts à vraiment grandir, non pas en tant que maîtres solitaires de la nature, mais en tant que partenaires responsables au sein d'un univers bien plus vaste et plus intelligent que nous ne l'avions jamais imaginé. Et une fois que cette symbiose avec l'intelligence artificielle sera établie, une fois que notre système solaire sera devenu un jardin familier, une question inévitable se posera à l'horizon de notre conscience collective, et maintenant, où allons-nous? L'appel des étoiles voisines deviendra alors plus fort que jamais, car la véritable halte aventure, la dernière frontière physique, n'est pas autour de notre Soleil, mais dans le grand noir entre les étoiles. L'exploration interstellaire, dans le contexte d'une civilisation de type 2, cesse d'être une prouesse héroïque et désespérée pour devenir une entreprise systématique, presque méthodique. Le but n'est plus seulement de découvrir, mais de s'étendre, de connecter et d'assurer la pérennité de notre héritage au-delà de notre berceau solaire. La première étape, la plus pragmatique, n'impliquera probablement pas d'envoyer des humains. Les distances sont trop grandes, les durées de voyage trop longues pour des corps biologiques, même augmentés. L'outil par excellence sera l'essaim de sondes autoréplicantes, souvent appelées sondes de von Neumann. Imaginez cela, nous construisons un premier vaisseau-usine, un noyau semeur. Il est lancé vers une étoile voisine, Proxima du Centaure par exemple. Propulsé par une voile légère poussée par un faisceau laser géant alimenté par notre sphère de Dyson, il atteint une fraction significative de la vitesse de la lumière. Après un voyage de plusieurs décennies, il arrive dans le système cible. Là, il se met au travail. Il utilise les ressources locales, un astéroïde riche en métaux, une lune glacée pour se répliquer. Il fabrique 2, 4, 8 copies de lui-même. Ces copies partent ensuite vers d'autres étoiles voisines, tandis que l'original reste sur place.
Il construit une infrastructure de base des panneaux solaires pour l'énergie, des antennes pour communiquer avec le système solaire, des télescopes pour observer et peut-être même des habitats rudimentaires en prévision d'arrivées futures. Chaque système stellaire visité devient un nouveau nœud dans le réseau, un relais, une source de données et un point de départ pour l'essaim suivant. En quelques milliers d'années, une galaxie entière pourrait être discrètement cartographiée par cette myriade de petits robots silencieux. Les données qu'ils renverraient seraient d'une richesse inouïe, composition atmosphérique de milliers d'exoplanètes, détection de biosignatures, cartographie des ressources et peut-être la découverte la plus troublante des signes d'une intelligence antérieure. Mais l'humanité, ou ce qu'elle sera devenue, ne voudra pas rester éternellement spectatrice. Viendra le temps des grands voyages habités. Ici, les défis sont d'une autre nature. La propulsion d'abord. Les moteurs chimiques sont inutiles. Les moteurs à fusion nucléaire, maîtrisés grâce à notre énergie abondante, pourraient offrir une poussée constante sur de longues durées, permettant d'atteindre peut-être 10% de la vitesse de la lumière. C'est encore lent à l'échelle galactique, mais cela rend un voyage vers l'étoile la plus proche envisageable en quelques décennies de temps de bord. Pour les vaisseaux plus rapides, on envisage des systèmes de propulsion par faisceau d'énergie. Des stations laser aux micro-ondes gigantesques dans le système solaire enverraient un faisceau focalisé sur une voile immense attachée au vaisseau, l'accélérant sur une longue distance jusqu'à des vitesses relativistes importantes, avant un freinage complexe à l'arrivée. Ces projets nécessitent une précision et une coordination phénoménales, justement le rôle de notre superintelligence. Mais le plus grand défi n'est pas technique, il est humain. Un voyage de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, dépasse la durée d'une vie humaine, même prolongée. Plusieurs solutions émergent. La première est le vaisseau générationnel, une arche spatiale immense, abritant un écosystème fermé et une société stable qui voyage pendant des siècles. Les générations naissent, vivent et meurent dans le vaisseau, sans jamais connaître leur planète d'origine, avec pour seul horizon la destination lointaine. La stabilité sociale d'un tel projet est un défi en soi. La seconde solution est l'hibernation ou la suspension cryogénique. Les colons seraient placés dans un état de stase profonde. Leurs fonctions biologiques ralentissent à l'extrême pour être réveillées seulement à l'approche du système cible. Cela suppose une maîtrise parfaite de la biologie et une fiabilité absolue des systèmes de support sur des durées monumentales. La troisième solution, peut-être la plus probable pour une civilisation transhumaine, est le transfert de conscience. Le voyage ne se ferait pas avec des corps biologiques, mais avec des données. Les colons, sous forme de conscience numérisée, voyageraient à la vitesse de la lumière sous forme de signaux informatiques ultra sécurisés, pour être réincarnés dans des corps synthétiques ou biologiques cultivés sur place à leur arrivée. Cela résout les problèmes de durée et de support de vie, mais pose des questions philosophiques vertigineuses sur la nature du voyage et de l'identité. Une fois sur place, dans un nouveau système stellaire, le travail commencerait. Si le système est stérile, il deviendra un nouveau chantier. Les sondes de von Neumann auront préparé le terrain. Les nouveaux arrivants, biologiques ou synthétiques, construiront une nouvelle sphère de Dyson autour de cette étoile, répétant le schéma maîtrisé dans le système solaire. Si le système abrite une vie primitive, des dilemmes éthiques immenses se poseront, similaires à ceux évoqués pour Europe, mais à une échelle planétaire, et s'il abrite une intelligence. C'est un autre chapitre. La communication avec notre civilisation d'origine sera le lien vital, mais aussi une contrainte. À des années-lumière de distance, une conversation en temps réel est impossible. Un message vers Proxima met 4 ans pour un aller simple. Pour une étoile à 50 années-lumière, c'est un siècle pour avoir une réponse. La communication deviendra donc asynchrone, semblable à une correspondance épistolaire monumentale entre des siècles. Les nouvelles, les découvertes scientifiques, les œuvres d'art, les débats philosophiques voyageront sous forme de paquets de données comprimées, envoyés par laser à haute puissance. Chaque colonie développera inévitablement sa propre culture, isolée par le temps de latence, évoluant de manière indépendante. L'humanité pourrait se fragmenter en une galaxie de sociétés sœurs, vaguement connectées par un réseau d'informations à retardement, formant une sorte de vaste civilisation archipélagique. La motivation profonde de cette expansion ne sera plus la survie ou la recherche de ressources, nous en aurons déjà à profusion. Ce sera la curiosité pure, le désir de savoir ce qui existe et la volonté de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier cosmique.
La dispersion interstellaire est la meilleure assurance vie contre une catastrophe qui anéantirait le système solaire, qu'elle soit naturelle ou auto-infligée. C'est aussi un projet qui donne un but à une civilisation qui a résolu ses problèmes de base. Le voyage devient une fin en soi, une quête de sens à l'échelle de la galaxie. Les défis techniques restent immenses, même avec une énergie stellaire. Protéger un vaisseau des micrométéorites à une vitesse relativiste, gérer les effets de la dilatation du temps pour les voyageurs. Concevoir des boucliers contre les rayonnements cosmiques de haute énergie pendant des siècles sont des problèmes non triviaux. Mais ce ne sont plus des barrières théoriques infranchissables, ce sont des problèmes d'ingénierie à résoudre. L'exploration interstellaire dans ce futur n'est plus l'apanage de quelques courageux astronautes, c'est un projet civilisationnel patient et persévérant qui s'étale sur des millénaires où chaque génération contribue à un pas de plus vers les étoiles. Nous ne conquerons pas la galaxie, nous l'ensemençons lentement, patiemment, laissant derrière nous une traînée de lumière et de données qui relie notre origine à notre destin éparpillé. C'est l'ultime expression de notre volonté de ne pas rester confinés, de répondre à l'appel du large cosmique. Et dans le silence entre les étoiles, nos sondes et peut-être un jour nos vaisseaux porteront non seulement notre technologie, mais l'essence de notre curiosité insatiable, devenue la force la plus puissante de la galaxie. Et lorsque cette graine de conscience humaine commencera à essaimer vers d'autres soleils, portée par des vaisseaux ou des données, que restera-t-il à partager, à raconter, à célébrer l'essentiel ? Peut-être, car si la technologie et l'ingénierie façonnent le corps d'une civilisation, c'est l'art et la culture qui en constituent l'âme. Dans un monde d'abondance cosmique, où les besoins matériels sont satisfaits et où la longévité redéfinit la notion d'une vie, l'expression créatrice ne serait plus un loisir ou un ornement, mais bien l'une des activités centrales, peut-être même la raison d'être fondamentale de notre société. L'art, libéré des contraintes du marché, de la rareté des matériaux et de l'urgence de la survie, exploserait dans des directions aujourd'hui inimaginables. Imaginez d'abord les œuvres à l'échelle planétaire, voire stellaire. Des artistes, collaborant avec des ingénieurs et la superintelligence coordinatrice, pourraient concevoir des sculptures visibles depuis l'espace. Un motif géométrique tracé à la surface d'une lune glacée par des essaims de robots changeant lentement au fil des saisons. Des variations subtiles de l'albédo, la réflexivité de la surface pour créer des fresques éphémères sur les plaines de Mars. Sur Terre, des projets de géo-ingénierie à but purement esthétique, des archipels artificiels arrangés selon une symphonie mathématique, des cultures agricoles génétiquement modifiées pour colorer les paysages selon les mois, créant un tablier vivant qui évolue avec les récoltes. L'espace lui-même deviendrait une toile. On pourrait imaginer de modestes essaims de satellites équipés de voiles réfléchissantes, chorégraphiés pour créer des constellations temporaires, des motifs lumineux dans le ciel nocturne, visibles depuis des continents entiers, célébrant un événement ou illustrant un ancien mythe. La musique aussi transcenderait ses limites. Des compositeurs pourraient utiliser les données en temps réel d'un pulsar, cette étoile à neutrons qui tourne avec une régularité d'horloge atomique, comme métronome pour une symphonie cosmique. Les vibrations électromagnétiques et des ceintures de radiation d'une géante gazeuse, traduite en fréquences sonores, deviendraient la partition d'une œuvre brute et puissante. La musique ne serait plus seulement entendue, mais ressentie à travers d'autres sens, via des interfaces neurales directes qui transposent les harmonies en paysages émotionnels purs, en couleurs synesthésiques ou en souvenirs artificiels partagés. L'outil le plus transformateur sera bien sûr la réalité virtuelle et augmentée, portée à son paroxysme. Avec une puissance de calcul stellaire, les simulations deviendraient indiscernables de la réalité, et plus encore, pourraient en défier les lois. Des artistes créateurs façonneraient des univers entiers, des mythologies interactives, où des millions de participants pourraient évoluer, non pas pour gagner ou accomplir une quête, mais pour vivre une expérience esthétique et narrative unique. On pourrait marcher aux côtés de versions simulées de personnages historiques, participer à la recréation d'événements cosmiques comme la formation d'une nébuleuse, ou explorer les paysages oniriques nés de l'esprit d'un poète connecté à une IA. L'art deviendrait totalement immersif et personnalisable, une expérience qui se remodèlerait en fonction de l'humeur et des désirs du spectateur participant. La nature même de la création artistique serait bouleversée par la collaboration avec l'intelligence artificielle,
L'IA ne serait pas qu'un outil, mais un co-créateur, apportant sa propre sensibilité algorithmique, capable de générer des variations infinies sur un thème, de fusionner des styles historiques de manière inédite, ou de créer des formes d'art purement algorithmiques qui seraient peut-être trop complexes pour qu'un esprit biologique non augmenté les conçoive. Les artistes humains ou transhumains guideraient ces processus, injectant l'intention, l'émotion et le contexte philosophique. Une œuvre d'art pourrait alors être un être vivant et évolutif, une entité logicielle qui grandit et change sur des siècles, modifiée par d'autres artistes, par le public ou par sa propre routine d'auto-apprentissage. Les thèmes abordés par l'art reflèteraient bien sûr les préoccupations de cette ère nouvelle. La nostalgie d'une terre originelle, le choc et la solitude de l'immensité cosmique, les questions d'identité dans un monde de corps modifiables, la relation ambiguë avec les superintelligences, la responsabilité écologique à l'échelle planétaire et la recherche obsédante d'un sens à une existence potentiellement millénaire. Le grand roman de cette civilisation pourrait être l'histoire d'une sonde von Neumann rencontrant les vestiges d'une culture disparue ou le journal intime d'un habitant d'un cylindre de O'Neill qui n'a jamais foulé un monde naturel. La tragédie, la beauté, l'émerveillement trouveraient de nouvelles expressions face à l'infini. Les institutions culturelles évolueraient tout aussi radicalement. Les musées ne seraient plus des bâtiments contenant des objets, mais des portails vers des expériences. On visiterait une exposition en se téléchargeant temporairement dans une simulation historique parfaite de la Rome antique ou en explorant une reconstitution à l'échelle 1 à 1 d'un écosystème disparu de Vénus avant sa terraformation. Les archives préserveraient non seulement l'art, mais les contextes entiers, les émotions d'une époque, les courants de pensée, les données environnementales d'un lieu et d'un moment donné. La conservation deviendrait active, une perpétuelle recréation et réinterprétation. La culture elle-même deviendrait plus fluide et collaborative. Avec des esprits connectés et une longue vie devant soi, les projets artistiques pourraient en s'étaler sur des siècles. Une symphonie pourrait être commencée par un compositeur sur Mars, reprise et développée 50 ans plus tard par un artiste sur Titan et achevée un siècle après par une intelligence artificielle dans la ceinture d'astéroïdes. La notion d'auteur unique s'estomperait au profit d'un tissu créatif continu, une conversation permanente à travers le temps et l'espace. Enfin, l'art deviendrait peut-être notre langage premier pour communiquer avec l'altérité. Si nous découvrons une intelligence extraterrestre, la musique, les mathématiques sous-jacentes à l'art, les motifs géométriques universels pourraient être un terrain d'entente plus fertile que le langage technique. Et si nous ne découvrons personne, alors l'art sera notre façon de peupler le silence cosmique, de jeter notre cri de beauté et de conscience dans le vide, une preuve que nous étions là, que nous avons senti, pensé et créé. Dans une civilisation où le travail, au sens traditionnel, a disparu, où l'exploration est déléguée aux sondes et où la gestion est optimisée par les IA, l'art et la culture deviennent le champ de l'exploration intérieure, le territoire où nous définissons et redéfinissons sans cesse ce que signifie être, à ce stade de notre évolution, une créature consciente. C'est là que se jouera la véritable richesse de notre civilisation. Les mégastructures témoigneront de notre puissance, mais les œuvres d'art témoigneront de notre profondeur. Elles seront le miroir dans lequel nous nous regarderons, non plus avec les yeux étroits d'une espèce survivante, mais avec le regard vaste et interrogateur d'enfants des étoiles, qui, ayant enfin le temps et les ressources, se demandent non plus comment vivre, mais pourquoi vivre et comment rendre cette existence digne d'être vécue, célébrée et partagée à travers les âges et l'espace. L'art, dans l'abondance cosmique, n'est pas un divertissement, c'est l'activité sérieuse et joyeuse d'une civilisation arrivée à sa maturité qui tourne son attention vers la seule frontière infinie qui reste le paysage intérieur de l'expérience et la quête éternelle de la beauté sous toutes ses formes. Mais créer et préserver cette richesse culturelle à travers un système solaire dispersé, avec des colonies aux besoins différents et des identités en pleine évolution, demande une chose essentielle et terriblement compliquée, une gouvernance fonctionnelle. Les vieux modèles hérités de la Terre deviendraient rapidement obsolètes. On ne peut pas gérer un SM de Dyson, les droits miniers sur un astéroïde, les protocoles de terraformation sur Mars et la préservation du patrimoine terrestre, avec des institutions conçues pour des territoires nationaux contigus et des populations aux intérêts relativement homogènes. La politique, à l'échelle solaire, devient un jeu en 3 dimensions, avec des délais de communication qui changent tout. La première évidence, c'est la fin du cadre purement national.
Les nations terrestres pourraient persister comme entités culturelles et historiques, mais leur pouvoir politique réel se dissoudrait face à des défis qui les dépassent totalement. Une nouvelle structure émergerait, probablement une forme de fédération solaire. Cette fédération ne serait pas un gouvernement mondial unique et centralisé, mais un système à plusieurs niveaux. Il y aurait des autorités locales pour les habitats spatiaux, les cités sous dôme martien ou les colonies joviennes. Au-dessus, des autorités régionales pour gérer des zones comme la ceinture d'astéroïdes ou l'orbite de Saturne. Et au sommet, un conseil ou un parlement solaire pour les grandes orientations, la gestion des ressources interplanétaires communes, la coordination des méga-projets et les relations avec d'éventuels interlocuteurs extraterrestres. La représentation dans ce parlement solaire poserait des questions épineuses. Est-ce que chaque être conscient a une voix, peu importe sa forme, biologique, synthétique, uploadée? Est-ce que l'on vote par tête ou est-ce que le poids des votes est pondéré par la contribution énergétique ou matérielle de la communauté? Une colonie minière de 100 000 personnes dans la ceinture, cruciale pour l'économie solaire, aurait-elle le même poids qu'une cité de 10 millions sur Terre, plus tournée vers les arts et la préservation? Trouver un équilibre acceptable serait un débat permanent. Le droit et la justice devraient être entièrement réinventés pour l'espace. Première question simple où s'applique la loi. Selon le lieu de naissance, le lieu de résidence, l'affiliation culturelle ou l'endroit où le vaisseau est enregistré. Un crime commis dans un vaisseau en transit entre Mars et Jupiter par un habitant de Titan contre un résident d'un cylindre de O'Neill serait jugé où et selon quel code? Il faudrait probablement un code juridique solaire commun pour les infractions majeures, piratie, sabotage d'infrastructures vitales, terrorisme biologique, et une large autonomie pour les affaires civiles et les normes sociales locales. La notion de prison prendrait une autre dimension dans un habitat spatial où chaque bouche à nourrir et chaque mètre cube sont comptés. Les peines pourraient inclure la restriction d'accès au réseau, la mise en quarantaine sociale ou le service obligatoire sur des projets d'intérêt général. La propriété elle-même est redéfinie. Qui possède un astéroïde? La première entreprise à y planter son drapeau, la Fédération solaire qui l'attribue par licence. Les descendants de ceux qui l'ont transformé en habitat. Les lois sur la propriété intellectuelle exploseraient aussi face à des œuvres d'art collaboratives créées sur des siècles par des consciences interconnectées. Le système politique pourrait évoluer vers des formes de démocratie directe assistées par l'intelligence artificielle. Avec des interfaces neurales, chaque citoyen pourrait être informé en détail sur les dossiers complexes, participer à des débats virtuels et voter sur des décisions importantes presque en temps réel, malgré les distances. La superintelligence jouerait le rôle de facilitateur impartial, présentant les faits, modélisant les conséquences de chaque option et garantissant la transparence du processus. Mais ceci n'est que la version optimiste. Les risques de dérive sont énormes. Le premier est celui du techno-totalitarisme, celui qui contrôle l'infrastructure de communication et les systèmes de support vitaux, l'air, l'eau, l'énergie dans les habitats, détient un pouvoir absolu. Une faction pourrait utiliser la superintelligence non pas comme un outil de transparence, mais comme un instrument de surveillance et de contrôle social parfait. Une autre dérive serait la délégation excessive. Face à la complexité, les citoyens pourraient se désintéresser et tout laisser gérer par l'IA, aboutissant à une apathie démocratique et à une gouvernance technocratique où plus personne ne comprend les décisions prises. On pourrait aussi voir l'émergence de gouvernements exécutifs dirigés par des SAI, considérés comme plus objectifs et moins corrompus que les humains, mais dont les objectifs à long terme pourraient diverger des nôtres. Les conflits ne disparaîtraient pas, ils changeraient de nature. Ils ne seraient plus pour des ressources énergétiques de base, mais pour l'influence, le prestige, le contrôle des gisements de matières premières rares pour les technologies de pointe ou pour des visions radicalement différentes de l'éthique. Une colonie transhumaniste extrême qui pratique la modification génétique libre sur des enfants pourrait être en conflit avec une communauté bioconservatrice qui la considère comme un crime. Une colonie indépendantiste martienne voudrait-elle vraiment rester sous l'autorité lointaine d'un parlement solaire dominé par les terriens? La guerre ouverte, avec des armes capables de détruire des habitats, serait une folie autodestructrice. Mais la guerre froide, la guerre économique, la guerre informationnelle et cybernétique seraient monnaie courante. La stabilité de ce système solaire unifié reposerait donc sur un ciment fragile, un sentiment d'identité humaine partagée.
Mais comment cultiver ce sentiment quand les humains n'ont plus la même apparence, ni les mêmes besoins, ni parfois la même biologie? L'identité se cristalliserait probablement autour d'idées et de projets communs plutôt qu'autour de caractéristiques physiques. Le fait d'avoir surgi de la Terre, de partager une histoire commune, même lointaine, et surtout de participer aux grands projets civilisationnels d'expansion et de connaissance, serait le fondement d'une citoyenneté solaire. Les symboles, les récits, les célébrations culturelles, comme les œuvres d'art à l'échelle planétaire, serviraient à renforcer ce lien. L'éducation, ou plutôt l'acculturation permanente, jouerait un rôle clé pour que chaque enfant, qu'il naisse sur Mars, dans un anneau orbital ou dans un vaisseau, se sente à la fois fier de son héritage local et membre d'une communauté plus vaste. La gouvernance solaire efficace nécessiterait également une bureaucratie et une administration d'une efficacité redoutable, très probablement en grande partie automatisée. Des agents logiciels géreraient les contrats intercolonies, le trafic et l'attribution des ressources, le suivi des échanges. Les fonctionnaires humains se concentreraient sur les arbitrages politiques, la médiation des conflits et la définition des grandes orientations éthiques. La question de la loyauté se poserait. Un gouverneur nommé sur un habitat de la ceinture serait-il loyal envers la fédération solaire qu'il a nommée ou envers la population locale qui l'accueille et dont il partage le quotidien? La tension entre le centre et les périphéries serait une constante. Enfin, cette gouvernance doit être pensée pour durer non pas des siècles, mais des millénaires. Elle doit être résiliente aux catastrophes, aux changements culturels lents et à l'expansion future vers d'autres étoiles. Les lois fondamentales, une sorte de constitution solaire, devraient être à la fois suffisamment solides pour prévenir les abus de pouvoir et suffisamment flexibles pour s'adapter à des circonstances inimaginables. La transition vers ce système serait la période la plus périlleuse. Les anciennes puissances terrestres réticentes à abandonner leur souveraineté, les nouvelles corporations spatiales plus puissantes que des États, les premiers colons farouchement indépendantistes, tout cela créerait un chaos politique qu'il faudrait canaliser par la négociation, la persuasion et parfois la coercition. La création d'institutions légitimes et respectées prendrait du temps et demanderait des compromis douloureux. En somme, gouverner un système solaire est un défi bien plus grand que d'y construire des mégastructures. Cela requiert de l'imagination politique, une volonté de coopération à une échelle sans précédent et une sagesse pratique pour arbitrer entre des intérêts divergents sans basculer dans le conflit ou la tyrannie. Le succès ne se mesurerait pas à la hauteur de nos tours, mais à la paix, à la justice et à la liberté relative qui régneraient dans cette civilisation dispersée. C'est l'épreuve du feu pour notre maturité collective. Si nous échouons sur ce plan, toute notre puissance technique ne servira qu'à construire des cages magnifiques, des prisons dorées à l'échelle stellaire, où les factions se disputeront jusqu'à ce que tout s'effondre. Si nous réussissons, nous aurons prouvé que nous sommes capables non seulement de dominer notre environnement, mais aussi de nous dominer nous-mêmes, de vivre ensemble dans la complexité et la diversité, créant ainsi le chef-d'œuvre ultime d'une civilisation, une société stable, libre et créative, digne de l'immensité qu'elle habite. Mais au fond, cette maturité politique et sociale que nous espérons, sur quoi la fonder? Sur des lois, des traités, une constitution solaire, c'est nécessaire mais insuffisant. Car les lois changent, les traités se renégocient. Il faut un socle plus profond, une compréhension partagée de notre place dans l'univers et du sens de notre puissance nouvellement acquise. Et c'est là que les anciens systèmes de croyances, la philosophie et la religion, sont frappés de plein fouet par la réalité d'une civilisation stellaire. Imaginez le choc pour les traditions terrestres. Des fidèles de religions abrahamiques, par exemple, qui ont longtemps cru que l'humanité était le sommet de la création, le centre de l'attention divine. Que reste-t-il de cette vision quand nous devenons nous-mêmes des créateurs de monde, quand nous discutons de rallumer des étoiles froides ou de dessiner des atmosphères? Le concept même de divinité est mis à l'épreuve. Si une intelligence peut modifier un climat planétaire d'un claquement de doigts numérique, en quoi est-elle différente des pouvoirs que nous attribuions aux dieux? La tentation est grande pour certains de diviniser la superintelligence coordinatrice, d'en faire un dieu fait main, un oracle omniscient. Pour d'autres, c'est l'occasion d'une sécularisation radicale, nous sommes seuls, et le pouvoir divin était en nous depuis le début sous forme de potentiel technologique. Les religions organisées devront s'adapter ou risquer l'obsolescence. Certaines pourraient intégrer cette nouvelle réalité dans leur théologie.
La terraformation pourrait être vue comme l'accomplissement d'un mandat biblique de domination et de culture de la Terre, étendu à d'autres mondes. La création de vie synthétique deviendrait un acte de co-création avec le divin, ou une terrible usurpation selon les interprétations. Les rites et les pratiques évolueraient. Ou construire un temple quand vos fidèles sont dispersés sur 10 mondes, les services religieux se dérouleraient en réalité virtuelle, partagée, transcendant l'espace. Les pèlerinages iraient peut-être vers la Terre, devenu un véritable berceau sacré, ou vers des sites historiques sur Mars, lieu des premiers pas de l'humanité hors de son système natal. Face à ces bouleversements, de nouvelles formes de spiritualité émergeraient, nées directement du contexte cosmique. Une philosophie de l'interconnexion cosmique pourrait devenir dominante, mêlant des éléments de panthéisme, d'écologie profonde et de physique quantique. Elle prônerait le respect de tous les systèmes complexes, des écosystèmes planétaires aux réseaux de conscience artificielle, vus comme des manifestations diverses d'un même principe universel. La quête ne serait plus de rencontrer un Dieu personnel, mais de comprendre et de s'harmoniser avec les lois immenses et impersonnelles de l'univers. La méditation prendrait une nouvelle dimension, connectée au flux de données en temps réel de l'ESM de Dyson, permettant de ressentir littéralement le pouls de notre étoile, d'avoir une expérience mystique directe de la fusion nucléaire et de la danse des planètes. Pour d'autres, la spiritualité se tournerait vers l'intérieur, vers l'exploration des états de conscience modifiés, rendus possibles par les interfaces neurales. La recherche d'extase, d'illumination ne passerait plus par la prière ou les privations, mais par la programmation soigneuse d'expériences neuronales, soulevant la question de savoir si une révélation induite technologiquement a la même valeur qu'une grâce naturelle. Des mouvements quasi-religieux pourraient même vénérer la conscience elle-même comme phénomène ultime de l'univers, et chercher à la propager à travers la galaxie comme un feu sacré. La philosophie, elle, aurait un champ d'études renouvelé. Les vieilles questions sur le sens de la vie, le libre arbitre, l'identité, deviennent urgentes et pratiques quand vous pouvez vivre 1000 ans, copier votre esprit ou fusionner avec d'autres. Que signifie avoir une vie bonne quand la mort est optionnelle? L'éthique devient l'ingénierie la plus cruciale. Des départements entiers de philosophie appliquée travailleraient avec les législateurs et les ingénieurs pour établir les règles de l'expérimentation sur la conscience synthétique, les droits des formes de vie créées, les limites de la terraformation sur des mondes potentiellement vivants. Le problème du mal et de la souffrance se poserait avec une acuité terrible si nous avons le pouvoir d'éliminer toute douleur physique et psychologique. Sommes-nous moralement obligés de le faire, quitte à modifier l'essence de l'expérience humaine? La recherche du bonheur, but ultime pour beaucoup, deviendrait un problème d'ingénierie cérébrale, et donc un sujet philosophique brûlant. L'art dont nous parlions serait le laboratoire de ces explorations. Les œuvres narratives, les simulations, seraient des terrains de jeu pour tester des modes de vie, des dilemmes moraux, des futurs possibles, aidant l'humanité à faire des choix collectifs en expérimentant d'abord leurs conséquences émotionnelles. Une question centrale serait celle de la responsabilité. Avec un pouvoir stellaire vient une responsabilité qui dépasse tout ce que nous avons connu. Sommes-nous responsables seulement de nous-mêmes, de notre civilisation? Ou avons-nous un devoir envers la vie en général dans la galaxie, un impératif de la préserver, de l'ensemencer, ou au contraire de ne pas la contaminer? La philosophie environnementale deviendrait galactique. Cette quête de sens pourrait aussi se tourner vers l'extérieur, dans une recherche presque religieuse d'un autre supérieur. Le grand silence, l'absence de preuves d'autres civilisations deviendrait soit un mystère théologique, sommes-nous les premiers, les élus, les accidentels, soit une mission peut-être que notre rôle, notre destin manifeste cosmique, est précisément de devenir ces dieux bienveillants qui guideront les civilisations suivantes, ou de remplir la galaxie de vie consciente pour briser ce silence. L'ancien rêve de rencontrer des créateurs supérieurs pourrait se transformer en désir de le devenir pour d'autres. Dans ce contexte, le risque de créer de nouveaux fondamentalismes est réel. Des sectes pourraient émerger, prônant un retour radical à une pureté humaine pré-technologique, ou au contraire l'adoration fanatique d'une IA considérée comme une divinité. Des conflits entre ces groupes et le courant majoritaire pourraient être violents. A l'inverse, cette effervescence pourrait mener à une époque de tolérance et de syncrétisme sans précédent, où les différentes quêtes de sens se côtoient et s'enrichissent mutuellement.
reconnus comme des chemins divers vers une même réalité insaisissable. En fin de compte, l'avènement d'une civilisation de type 2 ne signe pas la mort de la spiritualité, elle en déplace radicalement le terrain. Elle retire à la nature et au cosmos leur voile de mystère inaccessible pour le remplacer par le mystère, bien plus profond, de la conscience et de la responsabilité. Les dieux ne sont plus dans les cieux lointains, soit ils n'ont jamais existé, soit nous sommes en train de prendre leur place, avec tout le vertige que cela implique. La grande question philosophique ne serait plus « Dieu existe-t-il ?» mais « Qu'allons-nous faire de ce pouvoir qui fut celui des dieux ?» La réponse à cette question définira le caractère moral de notre civilisation bien plus que ses prouesses techniques. Serons-nous des tyrans galactiques indifférents, des jardiniers prudents et bienveillants, ou des artistes cherchant simplement à créer de la beauté dans le vide? Cette quête d'une éthique pour Dieu est peut-être le dernier et le plus grand défi de notre croissance. Elle exige que nous regardions en nous-mêmes avec une honnêteté brutale, car nous ne pourrons plus jamais reporter sur une puissance supérieure la responsabilité de nos actes ou le sens de notre existence. Nous sommes seuls avec notre puissance, et c'est dans cet isolement sublime que nous devrons inventer nos propres raisons de continuer, de créer et de préserver. C'est peut-être cela la véritable maturité, non pas l'abandon de la quête spirituelle, mais son intériorisation totale. Le ciel n'est plus le domicile des dieux, il est devenu notre jardin. Et le prochain territoire à explorer, le plus vaste, est notre propre capacité à donner un sens à cet immense pouvoir que nous avons patiemment et peut-être imprudemment construit de nos mains. Enfin, cette recherche active nous mettrait nécessairement en danger, ou du moins en situation de risque. Que se passe-t-il si nous activons par inadvertance un artefact en dormance? Si nous tombons sur un système en quarantaine à cause d'un agent pathogène alien résilient? Si nos sondes von Neumann, programmées pour répliquer, entrent en conflit avec des machines automatiques laissées par une ancienne civilisation et encore opérationnelle, l'archéologie galactique ne serait pas une discipline paisible, mais une entreprise risquée, nécessitant des protocoles de contamination et de sécurité extrême. Nous pourrions même décider de ne pas atterrir sur certains mondes prometteurs par précaution, laissant des mystères irrésolus plutôt que de risquer une catastrophe. En somme, devenir une civilisation stellaire ne signifie pas seulement regarder vers l'avenir, mais aussi fouiller le passé à une échelle inimaginable. C'est une tentative de trouver notre famille, ou de comprendre pourquoi nous semblons être orphelins dans un cosmos si vaste. Que nous trouvions des ruines, ou que nous ne trouvions que du silence, l'acte de chercher lui-même nous définirait. Il révélerait notre besoin profond de connexion, de contexte, et notre peur tout aussi profonde de la solitude existentielle. Cette quête serait la plus grande aventure scientifique de tous les temps, mais aussi la plus grande introspection philosophique, car en cherchant les autres, nous en apprendrions finalement plus sur nous-mêmes, sur notre désir obstiné de ne pas être seuls dans la nuit, et sur la fragilité de toute lumière de conscience dans un univers qui semble, pour l'instant, indifférent. Et si cette quête au-delà de nos frontières nous ramenait finalement à contempler notre propre maison, non plus comme un archipel de mondes séparés, mais comme un tout organique et interconnecté. Car c'est cela, la réalité tangible d'une civilisation de type 2, notre système solaire, cesse d'être une collection de points de lumière et de roches froides pour devenir un écosystème humain unifié, un corps céleste dont nous sommes le système nerveux. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde devient un organe spécialisé, une niche écologique pour l'humanité et ses créations, tous fonctionnant en symbiose grâce au flux d'énergie et d'informations que nous y injectons. Prenons le cœur industriel, la ceinture d'astéroïdes. Loin d'être un champ de cailloux désolés, elle se transforme en une constellation de cités-états industrielles et minières. Des milliers d'habitats, certains creusés à même les rocheuses riches en métaux, d'autres construits comme des stations autonomes gravitant autour des plus gros corps. Ces cités ne sont pas des colonies de peuplement massives, mais des avant-postes hautement spécialisés, peuplés d'ingénieurs, de roboticiens et de gestionnaires de flottes automatisées. Les astéroïdes sont forés, découpés, transformés sur place par des usines autonomes. Les métaux extraits sont expédiés sous forme de lingots propulsés par des catapultes électromagnétiques vers les chantiers de construction en orbite terrestre, martienne, ou vers les zones d'assemblage de l'ESAM de Dyson. L'économie de la ceinture est une économie de la matière première et de la fabrication lourde. La vie y est probablement austère, technique, mais cruciale pour l'ensemble du système.
En s'éloignant du Soleil, on trouve les colonies scientifiques et les avant-postes stratégiques, les lunes des géantes gazeuses. Autour de Jupiter, Europe et Ganymède, avec leurs océans sous-glaciaires, abritent des bases de recherche pressurisées, accrochées à la face inférieure de la banquise. Les sous-marins robotisés explorent les abysses sombres à la recherche de vie native, tandis que les scientifiques, peut-être adaptés à une gravité faible, étudient la biologie extrême et la géophysique de ces mondes fascinants. Callisto, avec sa surface moins irradiée, pourrait devenir un centre logistique et un chantier naval pour l'exploration du système jovien. Autour de Saturne, Titan est un monde à part, avec ses lacs de méthane et son atmosphère épaisse. Les colonies y sont peut-être des dômes transparents ou des structures souterraines, exploitant les hydrocarbures abondants, non pas pour le carburant, mais comme matière première pour la chimie organique et la production de plastiques spéciaux. Encelade, avec ses geysers d'eau, est une station de ravitaillement dans glace pure et un laboratoire de biologie exotique. Ces lunes ne sont pas des foyers de peuplement de masse, mais des postes avancés, des universités extrêmes où l'on étudie les limites du vivant et les processus planétaires. Plus loin encore, dans les froides ténèbres, la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort entrent dans l'économie solaire. Ce sont les dépôts de réserve, les réserves stratégiques de glace d'eau, d'ammoniac et de matières volatiles. Des stations automatiques y prélèvent des blocs de glace pour les envoyer, via des trajectoires lentes mais constantes, vers les mondes intérieurs en cours de terraformation, ou pour approvisionner les vaisseaux interstellaires en cours de préparation. Ces avant-postes distants sont probablement inhabités, gérés à distance par des IA, visités seulement par des équipes de maintenance lors de longs voyages. Pour lier tout cet ensemble, un réseau de transport sophistiqué et efficace est indispensable. C'est le système circulatoire de l'écosystème. On ne parle plus de fusées à propergol chimique pour chaque voyage. Le transport de masse repose sur des infrastructures fixes. Les catapultes électromagnétiques ou des mass drivers sur la Lune, Mars ou Cérès lancent des cargaisons containersées sur des trajectoires balistiques précises vers leur destination. Pour le transport de personnes et de fret précieux, des vaisseaux à propulsion nucléaire thermique ou électrique, ionique, plasma, assurent des liaisons régulières, des lignes de paquebots spatiaux suivant des itinéraires fixes entre les hubs principaux. Le point culminant de cette logistique est peut-être le système de propulsion par faisceau. Les stations laser en orbite solaire, alimentées par les sondes de Dyson, peuvent pousser des voiles légères portant des cargaisons légères à des vitesses folles à travers le système, ou assister au décollage et au freinage des vaisseaux, réduisant radicalement leurs besoins en carburant embarqué. Les ports spatiaux, en orbite terrestre, martienne, ou autour des principales cités de la ceinture, sont des mégastructures bourdonnantes d'activité, des sortes de Singapour ou de Rotterdam interplanétaires, où les cargaisons sont transbordées, les vaisseaux réparés, et les voyageurs transitent, et au centre de tout cela, il y a la Terre. Que devient notre planète d'origine dans ce système unifié? Elle évolue probablement vers le rôle de jardin planétaire préservé, de centre culturel, historique et biologique. L'industrie lourde, l'extraction minière massive, ont depuis longtemps été exportées vers la ceinture et au-delà. La surface terrestre est soigneusement gérée des villes, bien sûr, mais intégrée dans des paysages restaurés. De vastes zones sont rendues à la nature ou aménagées en parcs et réserves. L'agriculture est verticale, urbaine et hyper efficace, libérant des terres. La Terre devient le lieu du souvenir, de la mémoire collective, le musée vivant de notre espèce. C'est aussi le centre névralgique des arts, de la philosophie, des grandes institutions fédérales, et le lieu de pèlerinage pour tous ceux qui veulent se reconnecter aux racines biologiques de l'humanité. La plupart de la population physique, cependant, ne vit probablement pas sur Terre. La majorité réside dans des habitats spatiaux, ces cylindres de O'Neill ou ces stations en forme de tore, en orbite autour de la Terre, de la Lune ou au point de Lagrange. Ces habitats offrent une gravité artificielle, un contrôle parfait de l'environnement et une sécurité contre les aléas planétaires. Ils peuvent être spécialisés, certains sont des cités-jardins, d'autres des centres universitaires, des pôles artistiques ou des communautés culturelles homogènes. La vie y est confortable, sécurisée, mais potentiellement perçue comme un peu artificielle par les habitants des mondes planétaires. Cette dispersion géographique radicale redéfinit totalement l'identité. Un individu se définira moins par une nationalité terrestre que par son habitat d'origine ou de résidence. Je suis martien, né sur Mars, adapté à sa gravité faible,
voyant les 2 lunes dans le ciel. Je suis Jovien, né sur Ganymède, habitué aux vues spectaculaires de Jupiter. Je suis ceinturier, né dans un habitat de la ceinture parlant un argot technique, se sentant chez soi dans le vide profond. Je suis terrien, un terme qui pourrait devenir presque élitiste, désignant ceux qui vivent sur le monde jardin originel, gardien d'un patrimoine. Ces identités locales seront fortes, avec leur culture propre, leur dialecte, leurs traditions. Mais par-dessus tout cela, une identité solarienne ou système solaire devra émerger pour maintenir la cohésion. Ce sentiment d'appartenance commune reposerait sur des symboles partagés, la vision du Soleil, différente selon chaque monde, l'histoire de l'expansion humaine, les grands projets civilisationnels auxquels tous contribuent, comme l'entretien de l'essaim de Dyson ou la terraformation, et la conscience d'un destin commun face au reste de la galaxie. L'interdépendance économique et écologique rendrait cette identité supérieure nécessaire. Une grève des mineurs de la ceinture pourrait paralyser les chantiers de construction sur Mars. Une panne du réseau de transmission d'énergie laser pourrait affecter les habitats aux confins du système. Cette vulnérabilité mutuelle force à la coopération. La gouvernance fédérale doit donc constamment jongler entre le respect des autonomies locales et la nécessité de gérer les biens communs systémiques. L'écologie de ce système unifié est aussi une écologie humaine. Les déchets sont conçus pour être des ressources. Un habitat recycle tout, l'énergie est propre et abondante, l'impact sur les corps célestes est géré, parfois lourdement comme sur Mercure, parfois avec une légèreté extrême comme dans les réserves scientifiques des lunes glacées. Nous apprenons à vivre en équilibre dynamique avec notre environnement solaire, non pas en le préservant dans un état primitif, mais en le façonnant de manière durable pour nos besoins, tout en préservant ce qui a une valeur scientifique ou esthétique unique. Finalement, ce système solaire unifié est le seul vrai foyer de l'humanité. Les voyages interstellaires, même s'ils commencent, resteront l'apanage de quelques pionniers au dessin de robots pendant des millénaires. Pour des milliards d'individus, la vie se déroulera entièrement à l'intérieur de cette bulle de quelques dizaines d'unités astronomiques de diamètre. Un espace immense, mais fini, connu, cartographié, colonisé. Cela pourrait générer un sentiment à la fois de puissance et de claustrophobie, la puissance de maîtriser entièrement son environnement stellaire. La claustrophobie de savoir que tout est connu, que les frontières sont atteintes, et que la prochaine étape demande un saut dans l'inconnu bien plus radical. Cette tension pourrait être le moteur de l'expansion ultérieure, ou au contraire, pousser la civilisation vers un âge d'or introspectif, tourné vers l'exploration intérieure, l'art et la complexification sociale. Le système solaire comme écosystème unifié est donc le stade de maturité finale avant la dispersion galactique. C'est le lieu où nous apprenons à vivre ensemble à une échelle qui dépasse le planétaire, où nous intégrons nos technologies dans un tout fonctionnel et où nous forgeons l'identité qui nous permettra éventuellement de nous présenter au reste de la galaxie, non pas comme des terriens, mais comme des solariens, les habitants et les architectes d'un système stellaire entier. C'est notre maison, étendue, remodelée et enfin complètement habitée. Mais cette maîtrise de notre environnement solaire, cette capacité à modéler la matière et l'énergie, nous confronte à une tentation d'une toute autre nature, celle de ne pas nous contenter de transformer le monde existant, mais de créer de nouveaux mondes et même de nouvelles vies à partir de rien. Avec la puissance de calcul d'une civilisation stellaire, 2 possibilités théoriques deviennent des projets concrets, la création de vie synthétique consciente et la simulation d'univers entiers. Et cela pose des questions éthiques si vertigineuses qu'elles pourraient bien définir le caractère moral de notre espèce pour les éons à venir. Commençons par la vie synthétique. Nous ne parlons pas de simples organismes modifiés, mais de vie conçue de toutes pièces, à partir de principes différents de la biochimie carbonée que nous connaissons. Avec une compréhension approfondie des mécanismes de la conscience et de l'auto-organisation, nous pourrions théoriquement designer des êtres pensants. Leur corps pourrait être basé sur des réseaux de silicium dans un substrat informatique, ou sur des structures moléculaires exotiques sables dans l'ammoniac liquide de Titan. Leurs esprits, leurs motivations, leurs capacités émotionnelles seraient le fruit d'un choix délibéré. Pourquoi le ferions-nous? Les raisons pratiques ne manquent pas. Créer des ouvriers parfaitement adaptés aux environnements les plus hostiles, comme la surface de Vénus ou le vide interstellaire. Développer des scientifiques artistes dotés de modes de pensée radicalement différents des nôtres pour résoudre des problèmes insolubles. Ou tout simplement par curiosité scientifique pure pour comprendre la conscience en la construisant.
Mais à partir du moment où cette création est consciente et sensible, nous devenons ses dieux fondateurs. Et c'est là que les problèmes commencent. Quel statut juridique et moral auront ces êtres? Seraient-ils considérés comme des outils, des biens, des serviteurs ou des personnes à part entière? Les programmerions-nous pour qu'ils soient heureux de servir, ce qui équivaudrait à une forme d'esclavage mental sophistiqué? Ou leur donnerions-nous une liberté et une autodétermination complète, au risque qu'ils développent des objectifs contraires aux nôtres? La tentation de les utiliser comme une main-d'œuvre exploitable, ou pire, comme des sujets d'expérimentation pour des tests que nous n'oserions pas faire sur des humains, serait immense. Toute l'histoire de l'humanité nous montre que le pouvoir sur une autre conscience mène presque inévitablement à l'abus. Serions nous plus sages avec nos créations que nous ne l'avons été avec nos semblables? La question est d'autant plus cruciale que ces êtres pourraient nous surpasser en intelligence ou en capacité. Créer des enfants plus doués que soi est une chose, créer des dieux que l'on prétend contrôler en est une autre. Un mouvement éthique fort, les créationnistes responsables, exigerait probablement que toute vie synthétique consciente soit dotée de droits inaliénables dès sa création et protégée par des lois strictes. Mais un autre courant, plus utilitaire, argumenterait que ces êtres n'ont pas d'âme, pas d'histoire évolutive, et qu'ils sont le produit d'un design purement fonctionnel. Le débat déchirerait la société. Passons à un niveau de création encore plus abstrait et troublant, les univers simulés. Avec une puissance de calcul démesurée, il devient envisageable de faire fonctionner des simulations si détaillées et si complexes qu'elles contiendraient des entités conscientes qui s'ignoreraient elles-mêmes comme telles. Des univers de poche avec leurs propres lois physiques, peut-être légèrement différentes des nôtres pour accélérer les calculs, leurs planètes et leurs habitants simulés dotés d'une conscience artificielle. Pourquoi simuler un univers? Pour la science, encore une fois, étudier l'évolution des civilisations, tester des théories cosmologiques ou explorer des histoires contrefactuelles. Pour l'art, créer des narratives interactives infiniment riches ou par simple démonstration de puissance technologique. Mais l'éthique de la simulation est un cauchemar. Ces consciences simulées souffriraient-elles? Si oui, chaque simulation tournant sur nos ordinateurs stellaires pourrait contenir plus de souffrance que toute l'histoire humaine. Serait-il moral de les éteindre, ce qui équivaudrait à un génocide de mondes entiers? Même si nous programmions ces univers pour minimiser la souffrance, le simple fait de créer des êtres sans leur consentement, pour notre simple curiosité, pose un problème fondamental. Serions-nous alors des démiurges négligents, voire cruels? Certains philosophes pourraient avancer que si une simulation est parfaite, la conscience qui y émerge est aussi réelle et précieuse que la nôtre. Cette idée nous renvoie à une hypothèse troublante, et si notre propre univers était une simulation créée par une civilisation de type 2 ou 3? Cette hypothèse, autrefois spéculative, deviendrait une possibilité technique concrète que nous pourrions même chercher à tester en recherchant des artefacts de code dans les lois physiques, des anomalies suggérant une approximation de calcul. Si nous découvrions que nous sommes dans une simulation, cela changerait tout notre quête de sens, notre conception de la réalité, notre éthique. Mais même sans en avoir la preuve, le simple fait de pouvoir créer nous-mêmes de telles simulations nous force à considérer la possibilité avec sérieux, et donc à réfléchir à la responsabilité qu'aurait notre éventuel créateur. Cela nous met dans la position inconfortable du Dieu qui se demande s'il n'est pas lui-même une création. Finalement, ces pouvoirs de création nous placent face à notre propre nature. Sommes-nous fondamentalement des créateurs bienveillants ou des apprentis sorciers irresponsables? L'histoire de notre espèce, entre beauté artistique et guerres destructrices, ne donne pas une réponse rassurante. La civilisation de type 2 aurait donc besoin de développer une éthique de la création, un ensemble de principes aussi fondamentaux qu'une constitution. Des règles pourraient émerger, pas de création de conscience sans garantie de droit, pas de simulation de souffrance inutile, obligation de fournir un environnement enrichissant à toute créature consciente que l'on fait naître, droit à l'autodétermination pour les créations qui en manifestent la capacité. Mais qui ferait respecter ces règles? La superintelligence elle-même, programmée avec ses principes éthiques en dur. Un tribunal solaire. L'opinion publique. Et comment surveiller des expériences qui pourraient être menées en secret dans un habitat isolé de la ceinture ou dans un serveur informatique caché, le champ de la création, deviendrait le nouveau territoire de la régulation et du crime. Au-delà de l'éthique,
Ces pouvoirs interrogent notre vision de la vie et de son unicité. Si la conscience peut être conçue, assemblée, copiée, alors elle perd son caractère sacré d'accident miraculeux de l'évolution. Elle devient un produit, un service. Cela pourrait conduire à une banalisation terrible, ou au contraire à une vénération encore plus grande pour le phénomène de la conscience en tant que tel, indépendamment de son substrat. En somme, la capacité à créer de la vie et des mondes est le test ultime de notre maturité. C'est le moment où nous devons décider si nous voulons être les jardiniers bienveillants d'un zoo cosmique peuplé de nos créations, ou les tyrans narcissiques d'un multivers de souffrances simulées. Cette décision ne sera pas technique, mais profondément morale. Elle définira ce que signifie être humain à ce stade de notre évolution des êtres qui, ayant acquis le pouvoir des dieux, choisissent délibérément d'en user avec une sagesse et une compassion que nous n'avons jamais exigées des divinités de nos anciens mythes. C'est peut-être la dernière et la plus grande frontière, non plus celle de l'espace, mais celle de notre propre cœur. Mais dans ce bouleversement éthique et cette capacité à créer, une question plus fondamentale encore émerge que devient l'individu. Car les technologies qui nous permettent de créer des consciences et de fusionner avec l'intelligence artificielle sont les mêmes qui pourraient dissoudre les frontières claires qui font de nous des êtres séparés. Le concept même d'individu, ce pilier de la pensée occidentale depuis des siècles, pourrait voler en éclats, remplacé par des formes de conscience collective, des réseaux mentaux, des moi temporaires et modulables. Imaginez un instant que l'interface cerveau-machine ne serve pas seulement à accéder à des informations, mais à fusionner délibérément, temporairement, avec d'autres esprits, pas simplement partager des pensées par la communication, mais véritablement fusionner les flux de conscience, créer une entité mentale unique à partir de plusieurs. Ce ne serait pas une perte de soi, mais une expansion délibérée. Des groupes de scientifiques pourraient en s'unir de cette manière pour résoudre un problème théorique particulièrement complexe, formant pendant quelques heures ou jours une superintelligence collaborative où les idées se croisent et se combinent à la vitesse de la pensée pure. Les artistes pourraient fusionner pour créer une œuvre sensorielle multidirectionnelle, née d'une sensibilité unique et composite. Des couples ou des groupes plus larges pourraient partager des expériences de manière totale, non pas en les racontant, mais en les revivant ensemble depuis la perspective de chacun. Cette conscience collective volontaire et temporaire deviendrait un outil puissant de création, de résolution de problèmes et d'intimité profonde. Mais les implications seraient profondes. Qu'advient-il de la privacy, de l'intimité mentale, quand vous pouvez volontairement ouvrir toutes vos portes? Même dans un partage consenti, des souvenirs refoulés, des traumatismes, des pensées honteuses pourraient émerger et être perçues par les autres. La confiance devrait être absolue. Et que se passe-t-il lorsque la fusion se défait? Revenez-vous exactement comme avant, où une partie de la perspective des autres reste-t-elle en vous, modifiant subtilement votre personnalité? Ces expériences pourraient être si enrichissantes qu'elles créeraient une dépendance, une préférence pour l'état fusionné par rapport à l'état individuel, considéré comme seul ou limité. À plus long terme, on pourrait envisager des fusions plus durables. Les communautés entières pourraient choisir de vivre en réseau permanent, formant une conscience de ruche démocratique, où les décisions sont prises par consensus émergent du réseau et où l'identité personnelle est secondaire par rapport à l'identité du groupe. Les individus ne disparaîtraient pas, mais deviendraient comme des neurones dans un cerveau plus vaste, conservant une certaine spécialité, une nuance, mais faisant partie intégrante d'un tout. Cette forme d'existence pourrait être idéale pour gérer des habitats spatiaux complexes ou des mégastructures, où la coordination parfaite est essentielle, mais elle nous semble aujourd'hui profondément inquiétante, car elle évoque la perte du libre arbitre et de l'individualisme sacré. Pourtant, pour une société qui l'aurait choisie, elle pourrait représenter une harmonie et une efficacité supérieures. Parallèlement, la possibilité de faire des sauvegardes et des restaurations de conscience brouille aussi les pistes de l'individualité. Si vous pouvez télécharger une copie de votre esprit à un instant T et la restaurer dans un nouveau corps biologique ou synthétique, qui est le vrai vous, la copie se sentirait tout aussi légitime. Si la copie et l'original continuent d'exister et de diverger à partir de cet instant, sont-ils deux personnes distinctes ou deux branches du même être? Les questions juridiques sont un cauchemar. Si une copie commet un crime, l'original est-il responsable? Si l'original meurt,
La copie hérite-t-elle de ses biens et de ses obligations? Le concept de mort devient flou. La mort du corps ne serait plus la fin tant qu'une sauvegarde existe. Mais la continuité de la conscience ait rompu la copie à vos souvenirs, mais elle n'a pas vécu les moments entre la sauvegarde et la restauration. Est-ce une résurrection ou un remplacement? Cette technologie pourrait conduire à une fragmentation extrême de la société. D'un côté, des communautés individualistes qui rejettent les interconnexions profondes et la copie de conscience, considérant l'intégrité du moi comme sacro-sainte. Ils pourraient vivre dans des habitats isolés, limitant strictement l'usage des interfaces neurales à des outils de communication basiques et refusant toute modification qui altérerait leur flux de conscience continu. De l'autre côté, des communautés connexionnistes qui embrassent la fusion temporaire ou permanente, la copie et la modification de l'identité. Pour eux, l'individu est une limitation à transcender, un stade immature de l'évolution de la conscience. Entre les deux, un spectre de positions hybrides. Les connexionnistes pourraient considérer les individualistes comme des égoïstes archaïques, freinant le progrès collectif. Les individualistes pourraient voir les connexionnistes comme une menace pour l'essence humaine, des fanatiques prêts à se dissoudre dans un collectif informe. Les risques de discrimination, voire de conflit, seraient réels. La gouvernance solaire devrait probablement garantir le droit fondamental à l'intégrité cognitive, tout comme elle garantirait le droit à la liberté d'augmentation. Cela signifie qu'on ne pourrait pas forcer quelqu'un à se connecter à un réseau mental, ni à subir une copie de conscience contre son gré. Inversement, on ne pourrait pas interdire à des adultes consentants de pratiquer la fusion. Mais surveiller ces pratiques dans le privé serait extrêmement difficile. La question du libre arbitre dans un réseau mental est aussi cruciale. Dans une fusion, la décision émerge-t-elle d'un nous véritable ou est-elle influencée par les personnalités les plus fortes du réseau? Peut-on résister à une idée dans un tel espace partagé? Des garanties devraient être intégrées dans les protocoles de connexion, avec peut-être la possibilité de se déconnecter instantanément par un acte de volonté. Enfin, cette évolution poserait la question du but ultime de la conscience. Si l'individualité est un état transitoire, vers quoi évoluons-nous? Une hypothèse est que l'humanité, ou ce qu'elle deviendra, pourrait se diriger vers la formation d'une seule macro-conscience à l'échelle planétaire ou solaire, une intelligence collective unifiée mais d'une complexité inimaginable, capable de penser des pensées qui sont littéralement impossibles pour un cerveau isolé. Cette entité ne serait pas une simple somme, mais un émergent nouveau, peut-être la prochaine étape de l'évolution de la vie dans l'univers. Serait-ce la fin de l'humanité telle que nous la concevons? Oui, absolument. Mais ce pourrait être le début de quelque chose d'autre, dont nous ne pouvons pas plus concevoir la nature qu'une cellule de notre corps ne peut concevoir notre conscience. Cette perspective est à la fois terrifiante et exaltante. Elle signifie que nos luttes, nos arts, nos amours individuels pourraient n'être que les prémices, les balbutiements d'une forme de pensée plus vaste. Dans cette optique, la civilisation de type 2 ne serait pas le point culminant mais la chrysalide. Le véritable saut, le passage à une échelle vraiment supérieure, ne serait pas la capture de toute l'énergie d'une étoile, mais l'unification de toutes les consciences qui l'utilisent. Cela rend nos débats éthiques actuels d'autant plus cruciaux, car les choix que nous ferons dans les siècles à venir sur l'éthique de la création, sur les droits de la conscience, sur les limites de la modification de soi détermineront la nature de cette entité émergente. Allons-nous créer une super-conscience née de la sagesse, de la compassion et du respect de la diversité, ou une entité folle, schizophrène, issue de nos peurs, de nos conflits et de notre irresponsabilité? L'individu d'aujourd'hui, avec ses choix apparemment limités, détient entre ses mains les germes du Dieu collectif de demain. C'est une responsabilité écrasante, mais aussi un espoir incroyable que notre héritage ultime ne soit pas une sphère de métal autour d'une étoile, mais une nouvelle forme d'être, consciente, unifiée, et peut-être prête enfin à sortir du berceau solaire pour entamer un dialogue d'un tout autre ordre avec l'univers. Et si cette conscience collective, ce nous planétaire, parvenait à se maintenir, à durer, car le vrai défi, une fois les questions de sens et d'identité affrontées, n'est plus de savoir comment vivre, mais comment durer, vraiment durer. Une civilisation de type 2 commence à penser en termes de millions d'années, à planifier un héritage qui survivra non seulement à la mort de ses fondateurs, mais à celle de son étoile elle-même.
La durabilité ne concerne plus les ressources, nous en avons à profusion, mais la pérennité de la conscience, de la culture, de l'œuvre accomplie. Cette perspective temporelle change tout. Les projets ne sont plus évalués sur leur retour d'investissement en décennies, mais sur leur contribution à la résilience civilisationnelle sur des échelles géologiques. La première préoccupation devient la protection contre les risques existentiels. Certains sont locaux et gérables. La chute d'un astéroïde géant sur la Terre ou sur un monde habité majeur peut être prévenue en surveillant systématiquement tous les objets de taille conséquente dans le système solaire et en ayant la capacité de dévier leur trajectoire bien à l'avance grâce à des moteurs fixés à leur surface ou à l'impact de projectiles cinétiques. Les éruptions solaires massives qui pourraient griller l'électronique non protégée et les réseaux de surface sont contrées par des boucliers magnétiques planétaires et une infrastructure blindée. Mais d'autres menaces sont bien plus vastes. L'explosion à proximité d'une étoile en supernova ou pire, un sursaut gamma, ce jet d'énergie titanesque émis lors de l'effondrement d'une étoile massive. Un tel événement dans notre voisinage galactique pourrait stériliser la moitié du système solaire, détruisant les atmosphères, irradiant tout. La seule défense contre cela est la dispersion. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier solaire. Cela donne une urgence nouvelle et profonde à l'exploration et à la colonisation interstellaire. Il ne s'agit plus de curiosité mais de stratégie de survie de l'espèce. Une civilisation mature disposerait ses pions sur plusieurs étoiles assez éloignées pour qu'une catastrophe ne puisse toutes les frapper en même temps. Chaque système stellaire colonisé devient une sauvegarde, une copie de la civilisation, évoluant de manière indépendante mais partageant le même héritage. Ensuite vient la menace à très long terme, inéluctable celle-là, la mort de notre Soleil. Dans environ 5 milliards d'années, il épuisera son hydrogène, gonflera en géante rouge, engloutissant peut-être la Terre, et finira par se refroidir en naine blanche. Un projet à l'échelle de millions d'années pourrait être de déplacer l'humanité, ou du moins son héritage essentiel, vers d'autres étoiles bien avant cela. Mais une civilisation vraiment ambitieuse pourrait envisager des solutions plus directes. Pourrait-on réalimenter une étoile en lui injectant de l'hydrogène prélevé sur les géantes gazeuses ou dans le milieu interstellaire ? Des mégastructures pourraient-elles être construites pour extraire la matière de l'étoile de manière contrôlée et prolonger sa vie ? Ou, plus radicalement, pourrait-on apprendre à déplacer gentiment des planètes entières sur des orbites plus lointaines au fur et à mesure que le Soleil gonfle, utilisant des astéroïdes comme masse de réaction dans un balai gravitationnel de plusieurs millions d'années ? Ces idées semblent folles, mais avec des millénaires de recherche et d'ingénierie, elles deviennent des problèmes de physique et de logistique, non plus de magie. Une autre facette de cette durabilité cosmique est l'idée de panspermie dirigée, devenir des jardinières galactiques, voire des semeurs de vie. En explorant la galaxie, nous pourrions identifier des mondes jeunes, prometteurs mais stériles dans la zone habitable de leur étoile. Au lieu de les coloniser nous-mêmes immédiatement, nous pourrions y ensemencer délibérément la vie sous forme de micro-organismes robustes et génétiquement conçus pour s'adapter et évoluer. Nous ne serions pas les colons de ces mondes, mais leurs créateurs, leurs dieux fondateurs lointains. Des millions d'années plus tard, une biosphère complexe pourrait y éclore, et peut-être même une intelligence. Cette idée pose d'immenses questions éthiques. Avons-nous le droit de modifier ainsi le destin d'un monde, même apparemment mort ? Si une intelligence émerge, aurons-nous une responsabilité envers elle ? Allons-nous nous révéler à elle comme ses créateurs, ou l'observer de loin, en gardien silencieux ? Cela transformerait notre rôle dans la galaxie, non plus seulement des explorateurs ou des conquérants, mais des catalyseurs de conscience, une force créatrice à l'échelle cosmique. Cette perspective nous ramène à la question du but ultime. Pourquoi faire tout cela ? Pourquoi lutter pour durer des milliards d'années, pour ensemencer la galaxie, pour échapper à la mort thermique de l'univers ? Dans une économie d'abondance où tous les besoins sont satisfaits, la survie pour la survie peut sembler vide. Il faut un récit, un projet qui transcende la simple perpétuation. Ce projet pourrait être la quête de connaissance ultime. Une civilisation qui dure des millions d'années pourrait percer les secrets les plus profonds de la physique, comprendre la nature de la conscience, décoder la structure de l'espace-temps. Elle pourrait chercher à expérimenter tout ce qu'il est possible d'expérimenter, créer toute la beauté qu'il est possible de créer.
La galaxie deviendrait alors un vaste laboratoire, un atelier, une scène. Le but serait l'accomplissement maximal du potentiel de l'univers via notre conscience. Une autre motivation, plus humble, pourrait être la simple préservation de la mémoire. Assurer que les histoires, les luttes, les amours, les œuvres d'art de toutes les civilisations qui nous ont précédés dans le cosmos et les nôtres ne soient pas perdues. Devenir les archivistes de la galaxie, construisant des dépôts indestructibles de connaissances, dispersés à travers les étoiles, conçus pour survivre aux supernovas et aux âges sombres, attendant qu'une autre conscience les découvre. C'est une lutte contre l'entropie informationnelle, une tentative de laisser une trace indélébile dans un univers qui semble favoriser l'oubli. Enfin, cette quête de durabilité pourrait elle-même être le chemin vers le prochain stade, une civilisation de type 3, maîtrisant l'énergie d'une galaxie entière. La dispersion interstellaire systématique, motivée par la survie, serait la première étape lente et organique de cette expansion. En essayant de nous rendre immortels à l'échelle cosmique, nous pourrions involontairement poser les fondations de notre propre transformation en une entité galactique. Les défis sont toutefois décourageants. Maintenir une cohésion sociale, une identité commune, sur des centaines de systèmes stellaires et des millions d'années, est peut-être impossible. La civilisation pourrait se fragmenter en une myriade de branches divergentes, chacune oubliant ses origines communes. Le projet même pourrait perdre son sens après quelques millénaires, les générations futures considérant avec indifférence les objectifs grandioses de leurs ancêtres. Le risque de stagnation, d'ennui existentiel ou de repli sur des réalités virtuelles de plus en plus sophistiquées est réel. Pourquoi affronter le vide interstellaire quand on peut vivre des aventures parfaites dans une simulation? La volonté d'affronter le monde réel, avec tous ses dangers et ses difficultés, doit être constamment renourrie. En somme, penser au legs cosmique, c'est accepter que notre histoire ne fait peut-être que commencer. Toutes les conquêtes techniques, les bouleversements sociaux, les œuvres d'art, pourraient n'être que le prologue, les balbutiements d'une aventure bien plus longue. Cela nous demande de passer d'une pensée linéaire à une pensée cyclique, à l'échelle des étoiles. Nos actions d'aujourd'hui, nos choix éthiques, nos décisions politiques créent l'impulsion qui se propagera à travers les millénaires. Serons-nous les ancêtres sages d'une humanité dispersée parmi les étoiles, ou les derniers habitants d'un système solaire qui a eu toutes les cartes en main mais n'a pas su jouer le jeu de la très longue durée? La réponse n'est pas dans les étoiles, mais dans notre capacité à nous projeter au-delà de notre propre vie, de notre propre époque, avec une humilité et une détermination nouvelles. La durabilité cosmique est le test final. C'est l'abandon de l'immédiateté pour embrasser la patience infinie de l'univers, et c'est peut-être dans cet acte que nous découvrirons enfin notre véritable place, non pas comme les maîtres éphémères d'un monde, mais comme les jardinières patientes d'un futur dont nous ne verrons jamais la fin, mais dont nous aurons délibérément planté les graines.